Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format On Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les formats, tous les supports, tous les écrans, quelle que soit leur taille. Et aujourd'hui, on est du côté de Marvel, mais pas de Marvel Studios, mais plutôt du côté de Sony Pictures, Sony Télévision, la branche télévisuelle de Sony Pictures, pour vous parler d'une petite série qui est sortie ce mois de juin, qui s'appelle Spider-Noir. Une adaptation donc une adaptation sera vite dit, mais on en reparlera après, des comics Spider-Man Noir de David Hine, Fabrice Sapolsky et Carmine Di Giandomenico, sorti au début du millénaire et qui avait déjà eu techniquement une transposition dans le film Spider-Verse, et là c'est encore une autre incarnation qu'on nous propose en live action, mais toujours avec Nicolas Cage dans le rôle titre, et on va en parler bien entendu dans cette émission qui est faite aux côtés de l'ami Corentin ici présent. Salut Corentin. Salut, ça va ? Ça va très bien. Et il y a également l'ami Splinter qui va nous rejoindre dans cette émission. Alors il peut pas dire bonjour là, mais dans les conditions d'enregistrement de ce podcast, sachez il vient de sonner à la porte. Oui, ça c'est entendu. Donc voilà, en fait on gagne juste 2 minutes pour faire un point Corentin Pédia en fait, puisque nous enregistrons. Il n'y aura que 2 minutes donc. Ouais, c'est ça. T'auras gagné que 2 minutes au final. On aurait pu attendre un petit peu, mais c'est pas grave. Corentin, justement, puisque tu es présent, on va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un petit peu nous rappeler ce que c'est Spider-Man Noir, s'il te plaît, les origines en comics, pour ensuite aller aborder un petit peu le sujet de cette série télé. Oui, alors effectivement, ceci étant, ça m'aurait arrangé que tu ne poses pas le micro tout de suite, puisque Spider-Man Noir, c'est la création d'un journaliste français en fait de comics qui s'appelle Fabrice Sapolsky, qui était donc l'une des plumes du magazine Comic Box, qui est resté pendant extrêmement longtemps, qui a fait un vrai parcours journalistique et qui a toujours cultivé la vocation d'être aussi auteur de fiction. Maintenant, le problème, on le sait bien. La France, certes, c'est plutôt un grand pays de la bande dessinée, Festival d'Angoulême, la scène franco-belge, tout ce qu'on connaît, les artistes et les scénaristes sont généralement ravis de voir le travail des éditeurs français au niveau de la qualité de la fabrication, etc. Néanmoins, même si on a nos grands noms, même si on a les Elsa Chartier, même si on a les Joffo, même si on a, Olivier Coipel, ça reste quand même un très très grand nom des comics, on n'est pas aussi important, on va dire, que l'Amérique du Sud, ou même quelque part l'Italie ou l'Espagne, quand même placer beaucoup de grands talents aux États-Unis. En France, particulièrement pour les scénaristes, il y a généralement cette peur de la barrière de la langue. C'est quelque chose dont j'avais eu la chance de parler avec Pierrick Collinet d'ailleurs, sur l'idée que même si on est bilingue, même si on comprend l'anglais, même si on peut parler anglais avec aisance et fluidité, c'est différent quand même d'écrire en anglais. Il y a un truc dans les dialogues qui sonne moins vrai, qui sonne moins authentique, qui sonne moins spontané en fait, parce que on sent le travail de traduction. Et de fait, il y a pas... c'est compliqué de citer une dizaine de scénaristes français qui auraient percé sur place. Sapolsky, connaissant le marché, va donc décider de contacter un scénariste, David Hine, qui est un scénariste dessinateur aussi, pour aller pitcher ensemble à Marvel l'idée d'un Spider-Man qui serait apparu dans les années 30, pendant la Prohibition, pendant l'avènement de la mafia sicilienne, de la mafia irlandaise, de tout ce qu'on connaît à New York, afin d'installer effectivement le personnage dans une nouvelle matrice de référence de fiction, parce que c'est aussi très codifié, c'est pas l'idée est originale pour le coup, et vraiment c'est une très bonne idée qui sera très bien exécutée. Pour Hine, c'est l'occasion de parler un peu plus d'histoire. Alors David Hine, pour référence, donc effectivement c'est un Britannique qu'on pourrait comparer à Mike Carey quelque part, c'est-à-dire que c'est un Britannique dans le sens où il a ce coup de crayon, il a cet engagement frontal dans ce qu'il met au niveau de la fiction. C'est un mec qui aime bien effectivement parler de sujets de société, parler de politique. En comparaison, en revanche, d'un Garcenis ou même quelque part d'un Warren Ellis, c'est pas un mec qui, au départ en tout cas, est connu pour être un sale gosse ou un mec extrêmement revanchard vis-à-vis des États-Unis ou des super-héros. Il fera ses débuts chez Marvel UK, il finira ensuite par faire un roman graphique qui lui ouvrira les portes de Marvel et DC Comics aux États-Unis. On en avait parlé d'ailleurs dans le podcast thématique Daredevil, il fera Daredevil Reborn, notamment, une très bonne histoire. Et déjà à ce moment-là, c'est considéré comme une figure refuge de l'industrie. On sait que il rend ses comics à l'heure, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il peut travailler sur tout et n'importe quoi. Il a fait beaucoup de Spawn aussi. On en avait pareil évoqué son nom dans le podcast qu'on a fait avec toute l'équipe quand on a fait le podcast thématique Spawn.
Donc voilà, ensemble, et c'est bien Sapolsky qui a l'idée. Hein le reconnaîtra tout le temps, et d'ailleurs ils sont restés assez courtois. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de création de ce personnage un peu vedette, où il y en a un qui tire la couverture plus vers l'autre. Hein, jusqu'à récemment, dans les interviews, il dira toujours Sapolsky a créé Spider-Man Noir, il me l'a pitché comme ça, on a été ensemble, ensuite le présenter chez Marvel, vers décembre 2006. Marvel réagit bien à cette idée, parce que justement, Hein aussi a la confiance des éditeurs, et bonjour Yerim. Et à côté, salut, ça va. Et à côté de ça, effectivement, comme on est chez Marvel, on est pendant la période Quesada en plus, qui aime bien cultiver l'idée d'imprint, de collection en fait simplement. Une fois que cette idée-là est validée, on va même commander à d'autres scénaristes, dont Frank Thierry, dont Fred Van Lante, Adam Glass aussi, plusieurs en fait déclinaisons pulp, donc dans les années 30, de personnages Marvel populaires, dont les X-Men notamment, Luke Cage, le Punisher, Francis Castiglione dans cette version, parce que il est italien cette version des faits, et tout un petit univers. En fait, ça va pas se croiser, il y a pas de crossover qui vont être faits, mais c'est une période d'expérimentation qui donnera de bonnes choses. Je veux dire, à l'époque justement sur Punisher Noir, c'était Paul Zacchetta qui avait fait les dessins, Iron Man Noir aussi en 2010 qui va faire marquer les débuts de Scott Snyder dans l'écriture de comics mainstream, avec un côté plus aventurier, plus Indiana Jones. Mais après, le vrai joyau de la couronne de toute cette période, ça reste le Spider-Man Noir de Sapolsky et David Hein, et Carmine Di Giandomenico, un artiste super talentueux aussi, qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouverait aujourd'hui chez Carrie Andrews, ou alors un peu aussi Ben Temple Smith en mieux mis en couleur. Le projet il sort, et immédiatement c'est une petite déflagration quand même. Faut réaliser qu'on est dans l'industrie des comics en fait, et Spider-Man c'est pas un petit personnage. Créer un variant de Spider-Man, c'est pas une petite entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on qualifie de plus connus que Spider-Man Noir, comme Mystique par exemple, qui n'ont pas forcément eu autant de volume en solitaire, ou même plein de personnages en général. Il y a quand même eu 4 séries, 4 volumes Spider-Man Noir, plus les crossovers avec l'araignée. Créer un variant populaire de Peter Parker, c'est déjà en soi une vraie réussite, et de ce point de vue, on peut quand même se féliciter d'avoir un Français qui a du coup participé à co-créer le Spider-Verse à ce niveau-là. Donc je sais pas si tu voulais revenir vite fait sur Sapolsky, parce que Arnaud a eu la chance de l'interviewer, je crois que c'est sur le site comicsblog.fr ou peut-être dans nos podcasts. Mais non, si, il me semble, il y avait non, Sapolsky. Non, il n'y a pas eu d'interview de Sapolsky. Ah ouais, bah écoute, en faisant mes recherches, j'ai peut-être mal. Il y en avait une à l'époque qu'on avait faite parce qu'il il avait été placé à la direction de H1, le label d'univers partagé de Humanoids, à l'époque où il se lançait là-dedans. Interview qui a été faite, effectivement, qui a été enregistrée, mais qui n'a jamais été mise en ligne, puisque, de toute façon, Farrokh Sapolsky s'était fait dégager quelques mois après, donc, et l'interview n'avait pas été mise en ligne parce que justement, il expliquait des choses dedans qui a priori aurait pu écouter. Enfin, moi il m'avait contacté après en disant en fait je vais pas risquer ma carrière pour un podcast, donc s'il te plaît ne le mets pas en ligne. C'est la seule fois où on m'a dit de pas faire de pas mettre en ligne une interview, et après je leur veux pas parce que voilà, c'était compliqué visiblement à H1 en interne maintenant qui préfigure de quelques années ce qui s'est passé aux Humanoids aussi. Oui, de toute façon oui, c'était lié à la direction, à ce monsieur Giger et tout ça quoi. On a même vu Mark Waid se barrer aussi finalement, donc voilà, c'était visiblement une situation qui était compliquée en interne, et c'est pour ça que non. Mais par contre oui, ce qu'on peut dire, c'est, je sais pas parce que j'étais en train d'accueillir Yerim pendant que tu faisais le début de ton Pancopédia, mais maintenant il gère quand même sa propre structure édito, Fair Square Comics, alors qui s'appelait Fair Square Comics, qui maintenant est devenu Fair Square Graphics, puisque même aux États-Unis on enlève le mot comics de son nom de maison d'édition, et qui fait il fait des comics en pur indépendant, et vraiment indépendant, c'est-à-dire que il y a pas de structure au-dessus de lui. C'est un peu, je sais pas, comme Bliss Edition par exemple en France, il fait ses propres choses, avec quelques succès, parce qu'il y a une anthologie qui fait Noir is the New Black, qui justement, parce que c'est un fan du polar, donc il apprécie le registre du noir à l'américaine, et Noir is the New Black, c'est les principes de faire une anthologie avec que des créateurs et créatrices donc noirs américains dans ce registre-là. Donc il y a 2 volumes qui ont été publiés. Il passe beaucoup par Kickstarter pour faire ça. Il a fait une BD qui s'appelle Intertwined aussi, qu'il a écrite. Il fait aussi, on en avait parlé, il avait fait The Big Glide, je crois que c'était sa propre reprise de Tintin, qui peut être publié aux États-Unis parce que là-bas le copyright c'est bon, enfin le droit d'auteur permet d'utiliser ce personnage, mais qui ne peut pas être publié en France, parce que sinon t'as les armées et les hélicoptères de Moulinsart qui viendront te buter directement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est toujours de très engagé aussi sur des questions de représentation de diversité aux États-Unis. Il essaie de le montrer avec l'ensemble des titres qui sont produits par là-bas, sachant qu'il fait aussi de l'édition aux États-Unis de bouquins français. Je pense notamment à un manga qui s'appelle Red Flower, peut-être, qui est
publié chez Kana, je crois, en France, mais qui est édité là-bas aussi. Donc voilà, il fait aussi de l'acquisition de droits, mais dans l'autre sens. Donc voilà, quelqu'un qui est toujours très très actif. Mais on en revient à Spider-Noir. Et donc pour vous raconter, parce que Spider-Man Noir. Spider-Man Noir. Justement, voilà, ce n'est pas Spider Noir. Il y a une raison à ça. On va revenir juste après. Pour vous décrire un petit peu, moi, c'est des BD que j'aime beaucoup, les 2 volumes de Heinz Sapolsky et Gian Domenico, parce que c'est pas du tout comme la série télé, dans le sens où la série télé a plus à voir avec du Dick Tracy, avec du The Spirit, dans tous ces clichés en fait qu'on a empruntés au cinéma de John Huston, de Howard Hawks et compagnie. En fait, la BD, c'est un propos qui est vraiment une réflexion sur qu'est-ce qu'aurait vraiment donné Spider-Man, Peter Parker, à l'époque. Donc, par exemple, son oncle est un vétéran de la Première Guerre mondiale qui était ouvertement anti-guerre, pacifiste, et qui s'est fait tuer par le Bouffon Vert, le Bouffon Vert qui, dans cette version des faits, est un mafieux, qui embauche des monstres de cirque, des monstres de foire, pour composer son armée de henchmen. Et dans tout le côté, tu sais, justement, à l'époque du pulp, le cirque était encore assez inquiétant, il y avait tout ce côté, les camelots, on sait pas trop ce qui se passe. C'était un truc qui était assez présent dans les magazines, en fait, simplement, l'idée du clown tueur et compagnie. Donc là, voilà, ils se servent de ça pour le rapport folklorique à l'époque. La tante May, c'est une marxiste, c'est une communiste engagée, qui fait des discours contre parce qu'on est pendant les périodes de la Grande Dépression, donc les marchés financiers se sont cassés la gueule et tout, et en fait, elle dit, mais que ce soit Hoover ou que ce soit Roosevelt, ça changera rien, les capitalistes dirigent les États-Unis. Exactement. Okay. Exactement. Et c'est une pacifiste qui refuse que les gens s'entretuent, etc. Voilà, il a vraiment réfléchi à comment adapter le côté un peu, les Parker, c'est une famille pauvre, hein, au départ, des quartiers périphériques de New York. À l'époque, c'est ce qu'on appelait les shanty towns. C'était justement ces endroits où, les pauvres vivaient dans des conditions horribles, dans des mobil-homes, etc. Parce que, la crise du marché immobilier de l'époque avait vraiment ravagé, tout et tout le monde. De la même façon, celui qui a introduit Peter Parker au monde de la presse, c'est Ben Urich. Et Ben Urich se fait appeler le Spider à ce moment-là parce que, en fait, c'est un ripou qui travaille avec le Bouffon Vert. Il le regrette évidemment, mais voilà. Et ça, c'est une référence au fait qu'il y avait aussi un personnage pulp des années 30 qui s'appelait The Spider, qui avait été créé par un éditeur qui s'appelle Harry Stiger, qui était un plagiat assumé de The Shadow qui est un peu considéré comme le grand-père de Batman, etc. Et justement, quand l'intrigue commence en 1933, c'est la première fois que The Spider, dans notre monde à nous, avait été édité. Donc ils font la corrélation. Comme Ben Urich s'appelle le Spider, finalement Ben Urich, au contact de Peter Parker, va comprendre qu'il faut pas travailler avec les mafieux. Donc il va se faire éliminer par le Bouffon Vert. Et donc en hommage à son nom de code, le Spider, Peter Parker devient le Spider-Man. Voilà. Et il reprend la parole, la phrase du générique, Here comes the Spider-Man, quand il met son costume. Pour les origines, pareil, c'est très pulp, très en rapport avec ce qui était commun dans l'imaginaire de cette période-là, c'est-à-dire que il va être mordu par une araignée un peu totémique qui vient d'Afrique ou d'Amérique du Sud, je ne sais plus. Et il a la vision d'ailleurs de la déesse de l'araignée qui sera plus tard réutilisée par Dan Slott pour construire son Spider-Verse. En fait, il a vraiment la déesse de l'araignée qui lui dit... qui avait été inventée par Straczynski quand même. Oui, mais ça a été recanonisé ensuite comme justement l'idée qu'en fait la toile de la vie était déjà canonique à ce moment-là, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit en fait des deux créateurs. Ouais, mais je pense que ça a été encore plus recanonisé avec Madame Web. C'est malheureusement pas tout à fait faux au niveau des comics. Oui, je sais. Mais bref, donc du coup voilà, il a l'étoile noire. Il a bien ce masque qui fait. Alors l'étoile noire, c'est Star Wars, ça a rien à voir. Non, on avait dit non. Attends, tout à l'heure j'ai dit que Thierry allait faire des jeux de mots, c'est toi qui les fait au final. Tu casses les couilles là. Volume assez dur. Très très conscient. C'est violent de ouf. Très très conscient des réalités de l'époque. Je veux dire, ça te parle de ségrégation ethnique, ça te parle de la corruption politique, de la corruption dans la presse. Puis le vautour, c'est un cannibale, quoi. Le vautour, c'est un cannibale. Peter Parker dégomme le vautour à coups de canon. Enfin, je veux dire, il le bute au flingue avec le flingue de son oncle Ben. Au départ, Sapolsky voulait pas. Par exemple, c'est Marvel qui a insisté pour que Spider-Man ait un flingue. Lui, il voulait un flingue non létal. C'est un peu comme Absolute Batman. Il voulait un truc qui envoie du caoutchouc, un truc comme ça. Et Hein expliquait que c'est Marvel qui a insisté pour qu'il y ait une scène où le personnage dégomme quelqu'un. En hommage, encore une fois, au Shadow qui avait des flingues, etc. Oui, puis à ces codes-là, puis c'est vrai que... Ou le détective privé qui finit toujours par franchir la ligne. Bien sûr. Oui, puis c'est propre à ces codes-là du polar, et puis si tu te dis on va faire vraiment du noir, autant aller jusqu'au bout de la formule aussi. Pourquoi garder un héros qui serait full héroïque, c'est-à-dire qui ne franchit jamais cette ligne de tuer, là, ils ont besoin aussi de le faire pour réinstaller les grands pouvoirs et les grandes responsabilités, c'est-à-dire qu'ils tuent Toomes pour sauver Tante May qui lui arrache le flingue des mains et qui lui fait mais même pour me sauver la vie, c'est pas bien de tuer, garçon. Oh, mais ça c'est woke aussi, ça m'énerve. Mais par contre là, justement, voilà, c'est bien que t'en parles.
La première mini-série vraiment excellente. C'est un vrai petit polar. Alors il a pas de chapeau, c'est pas un détective privé. Il y a Black Cat qui est là, comme dans la série, qui tient bien effectivement le club, le Black Cat. Bon, Felicia Hardy est là et elle tient bien le club, le Black Cat, qui est un club un peu neutre où les mafieux et les policiers corrompus viennent se la coller et chercher des filles. Et après, il y a le volume 2, Eyes Without a Face. Les yeux sans visage. Donc on sait les yeux sans visage. On sait que Marvel a un peu plus de mal enfin, c'est un volume qui a été discuté, déjà à l'époque, parce que il est très particulier, il est très bon, à mon sens, il est très violent aussi. Dans ce volume-là, en fait, on va revenir sur la réalité du peuple noir américain de cette période. Notamment du fait que dans la série télé, par exemple, vous avez Robbie Robertson, donc une figure connue de l'univers Spider-Man, qui est généralement le bras droit de Jameson, l'assistant rédacteur en chef le rédacteur en chef adjoint, du Daily Bugle. Et Hein, justement, en fait, en faisant les recherches, avait dit il y avait aucun journaliste noir qui travaillait dans la presse mainstream à l'époque. Donc ils l'ont, en l'occurrence, recalé dans la presse spécialisée, ils en ont fait un activiste. Ils en ont fait un militant de la cause, simplement, dans une période qui était extrêmément dure. C'était l'époque aussi, on en avait parlé quand on avait parlé de Captain America, Black, White and Red de Michael Morales, de Robert Morales, qui a été édité en France sous le nom Captain America Truth, où les scientifiques et les médecins des États-Unis à l'époque faisaient des recherches sur la syphilis et récupéraient en fait des hommes noirs qui avaient la syphilis avec la promesse de les soigner. Et en fait, le vrai objet de cette étude-là, c'était de la regarder crever pour voir comment on meurt de la syphilis sur le temps long, comment on vit avec la syphilis sur le temps long. C'est une étude qui est devenue très célèbre ensuite parce qu'elle a été cachée aux yeux du public pendant 40 balais, qui s'appelle la Tuskegee Syphilis on the Black Man, un truc comme ça. Voilà, allez sur Google, vous verrez que c'était un peu effectivement la matrice d'inspiration derrière Isaiah Bradley, mais aussi derrière effectivement ce qui est présenté dans ce deuxième volume de Spider-Man, puisque là, on nous explique que le docteur Octavius, du coup, fait des recherches. Alors lui, en fait, il a grandi dans une plantation et il trouve que les Noirs, c'est des super domestiques, mais ils sont sales, ils font un peu trop l'amour et tout. Donc ce qu'il faudrait, ce serait les trépaner. En fait, il faudrait leur faire une trépanation, mais qui leur laisse leur faculté motrice. Donc en fait, il faudrait créer des esclaves qui ne parlent pas, qui ne pensent pas. C'est le côté zombie vaudou, comme il pouvait y avoir. Ouais, mais là, c'est très réaliste. C'est-à-dire que vraiment, en fait, si tu veux, il leur fait une opération, voilà, d'accord. Exactement. Okay. Et c'est ça l'objet de ses recherches. Et en fait, Dr. Octopus, dans cette version des faits, travaille avec l'American Nazi Party, donc la connexion États-Unis-Allemagne qui est réelle, encore une fois, qui est documentée et qui a vraiment eu lieu à l'époque. Donc c'est un volume qui n'hésite pas à y aller, on va dire. Ça dit les termes et ça montre les choses. Je vais pas vous le spoiler celui-là parce qu'il y a vraiment des surprises pas forcément agréables, ceci étant. Black Cat aussi, qui se prend un coup de chlasse, mais vénère. Enfin, c'est vraiment un volume très très noir, pour le coup, mais pas dans le sens détective, dans le sens il est dur à lire, il va assez loin, et ensuite, à partir de là, justement, et vraiment, il est super bon. Moi, je trouve que ces deux volumes-là ensemble, c'est une vraie petite continuité super intéressante, mais qui n'a pas forcément un côté détective. C'est vraiment juste, c'est rentre dedans, quoi. C'est sans compromis, et ça ressemble effectivement. Il y a un côté peut-être plus libéré que un anglais et un français avaient peut-être plus les moyens de faire que ce qu'on peut trouver en général dans les comics Spider-Man qui sont parfois très durs, parfois très noirs, mais là c'est plus à esprit années 80, tu vois. C'est plus une période dark age, on va dire, mais bien faite. Et donc voilà, ces volumes-là, ils ont été collectés en France chez Panini Comics, je pense que vous pouvez les retrouver. Oui, t'as un Deluxe qui est sorti récemment, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, qui reprend les 2 premières mini-séries, plus la 3e de Margaret Stoll et Ron Ferreira, qui n'a plus grand-chose à voir avec ça. Mais c'est quand même les trois volumes. D'ailleurs, il me semble même que ça a été collecté en Marvel Poche maintenant, que ça a été réédité aussi en Marvel Poche, sous le titre 50 nuances de noir. Et donc... Qu'est-ce qu'ils sont forts. C'est moi qui l'ai trouvé. Ah bah dis donc. C'est moi qui l'aurais proposé. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mais si, moi je les avais pris je crois à l'époque c'était Marvel Select, c'était le format souple, c'était un tout petit format du coup, parce que c'est pas beaucoup, donc c'est des 100 pages et quelques. Mais je crois de mémoire, moi c'était peut-être parmi mes premiers albums Marvel achetés à l'époque, quoi. Et ouais, c'était une déflagration, quoi. C'était vraiment trop cool. Carrément. Et justement, le problème, c'est que Marvel saura pas trop faire. En fait, dans le canon Spider-Man noir, il y a Mary Jane Watson, mais il est vraiment amoureux de Black Cat, qui finit défiguré à la fin des Yeux sans visage. Et là, effectivement, on sait plus trop quoi faire parce que je vous dis pas ce qui va arriver à Robbie, mais il y a un côté, c'est trop désespéré, en fait. On peut pas bâtir une continuité si t'arrêtes pas de flinguer les personnages en cours de route. Puis après, de façon plus pragmatique, les ventes de la ligne noire, malgré le succès initial, commençaient à s'affaiser aussi. Il n'y a pas eu de volume consécutif pour la plupart des mini-séries de la ligne noire, sinon qu'il y a un rebond entre X-Men noir et Wolverine, enfin et Weapon X noir. Néanmoins, effectivement, voilà, ça finit par s'étioler,
Mais Marvel a quand même envie de pousser le concept parce que ils ont Dan Slott qui a envie de faire son multivers arachnéen et de faire donc des grands événements comme Spider-Verse, Spider-Geddon, Edge of Spider-Verse, etc. Donc on va replacer le Spider-Man noir dans la continuité originale avec un numéro qui était dessiné par un mec qui ressemble un peu à du Jay Lee, où en fait Peter Parker va assister à un spectacle du Harry Houdini local qui est donc Mysterio. L'aventure progresse bien, c'est bien la suite, il y a bien Black Cat et tout. Néanmoins, enfin Felicia Hardy. Néanmoins, c'est interrompu en cours de route par Peter Parker de la Terre 616 qui vient le chercher pour aller casser la gueule aux Inheritors, enfin aux héritiers. Et donc, on n'aura vraiment jamais la suite en fait de cette continuité-là, parce qu'après, comme tu l'as dit, le problème c'est que Spider-Verse marche très... Enfin, le problème, ça dépend comment on veut le voir. Moi, je déteste cette idée du multivers arachnéen, mais ça marche très bien. Ça devient une franchise au sein de la franchise chez Marvel. Il y a périodiquement, quasiment chaque année, des crossovers arachnéens, et surtout le film est mis en développement chez Sony Pictures. Il fonctionne très bien et il propose une version du Spider-Man noir qui est très 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 différente, qui est beaucoup plus inspirée par les monologues de Humphrey Bogart que par l'écriture de Sapolsky et David Hine. C'est un Peter Parker plus âgé, plus... Oui, c'est un stéréotype en fait de détective de fiction et on l'a adoré, on va pas dire le contraire. Néanmoins, le problème c'est que Marvel l'a adoré aussi, ce Spider-Man noir là. Et donc, ils vont en fait mettre fin, mais vraiment mettre fin à la continuité précédente et dire maintenant, Spider-Man noir, c'est lui. Et donc, il revient effectivement avec une série de Margaret Stoll et Juan Ferreira en 2020, où là, c'est du Indiana Jones avec Humphrey Bogart, en fait, simplement. Il va dans des pays, dans l'Égypte, il va dans l'ancienne Babylone et compagnie, chercher des artefacts qui sont liés à la toile de la vie. Il recroise la déesse de l'araignée. Un volume qui est très beau, très mauvais à mon sens, mais très beau. Parce que Juan Ferreira, et ensuite, on ne sait pas trop quoi en faire, parce que la marque est populaire, on a commandé une série télé, donc il faut qu'il existe. On va chercher Eric Larsen et Andrea Brocardo pour un volume qui a été publié l'année dernière. Qui vient de sortir là, chez Panini en France, ouais. Qui est pas désagréable non plus, mais c'est toujours pas le vrai Spider-Man noir. C'est-à-dire qu'il y a plus aucune référence à l'ancienne continuité. Tante May est redevenue une figure très maternelle, très classique. Ce n'est plus une socialiste qui harangue les foules. Il y a plus de vrai lien qui est fait avec la Grande Dépression, le contexte social et le discours politique engagé de Agnes Sapolsky, là, il combat la mafia, simplement, avec les entrepôts, et voilà. Et en l'occurrence, c'est vraiment comme la série télé, au sens où c'est un détective privé qui a un cabinet et qui reçoit Gwen Stacy dont le père a disparu. Voilà, donc c'est une façon de réinventer aussi ce personnage-là dans évidemment un nouveau contexte. Lecture pas désagréable à mon sens, mais encore une fois, je peux comprendre parfois pourquoi Sapolsky, quand il en parle, même ça reste un vrai pro, etc., mais il a pu avoir l'air agacé de ce qui s'est passé. En fait, après 2018, quand le film est sorti, on n'a plus du tout fait appel à ses services à lui. On l'a plus consulté non plus pour l'avenir de la franchise. Et c'est dommage parce que, à mon sens, les deux premiers volumes avaient vraiment un vrai truc intéressant à développer, à raconter. Pour la série télé, c'est très simple. En 2018, donc effectivement, Spider-Verse, Into the Spider-Verse sort. C'est un succès au moins critique. Sony Pictures se dit qu'il y a un coup à jouer parce qu'ils ont plein de personnages dans leur possession et ils ne savent pas trop quoi faire. En fait, on a bien vu Sony Pictures en images réelles. C'est l'axe des vilains n'était pas le bon en fait. Depuis le début, ce qui leur manquait, c'était plutôt l'axe du mal du coup, même ce qu'ils ont fait. Oui, tout à fait. L'axis, le vrai. Ce qu'ils ont fait en fait, c'était voilà multiplier l'idée qu'on pourrait prendre des vilains qui seraient pas si vilains que ça, en faire des anti-héros, alors qu'en fait ils ont une batterie de personnages qui ne sont pas Peter Parker qui peuvent utiliser. Maintenant, eux, ils ont un problème, c'est que Peter Parker est très populaire. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom Peter Parker, d'utiliser le nom Spider-Man. C'est sur contrat, ils n'ont pas le droit juste de prononcer ces mots-là. Donc ils ont quand même cherché à essayer de contourner le problème, notamment en validant un projet de développement pour une série Silk. Silk dans les comics, qui est Cindy Moon, qui est la deuxième personne qui a été piquée par l'araignée radioactive, qui donne ses pouvoirs à l'araignée, qui après a été capturée et protégée par Ezekiel, des héritiers qui sont les vampires qui se nourrissent des totems de l'araignée. C'est un peu ridicule, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ils ont essayé. Prime Video a mis le truc sur pause, je crois, parce que les scénaristes voulaient syndiquer justement, ou ont participé au mouvement de grève qui avait lieu pendant la grève des scénaristes, simplement. Donc le projet a été gelé. Il y a même eu, je crois, une menace de procès de la part des équipes qui disaient mais on ne nous paye plus pour venir travailler, alors que vous n'avez pas officiellement annulé la série. C'est-à-dire que les scénaristes qui étaient sous contrat en fait ne pouvaient pas migrer vers un autre projet parce que justement Prime faisait exprès de faire du surplace pour les empêcher d'avancer. Mais voilà, tout ça participe grosso modo en fait d'une envie de Amy Pascal et de Sony Pictures en général de développer un pôle de séries télé en partenariat avec Phil Lord et Chris Miller. C'est-à-dire qu'ils avaient signé un contrat en 2018 pour faire Spider-Verse, puis en 2019 on leur dit
pas mal les gars, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour le front des séries télévisées, parce qu'au cinéma c'est bouché, on a nos films de merde là qui continuent à sortir. Et donc effectivement avec Oren Uziel qui était le co-scénariste de 22 Jump Street, ce qui est un peu son firmament, parce qu'après il a fait quand même Cloverfield Paradox et le film Mortal Kombat aussi, enfin plus récemment, et le film avec Channing Tatum et la nana de Gravity qui était dans Speed, comment elle s'appelle déjà? Sandra Bullock, ouais. Tu sais où c'est le truc aventure et tout, il y a Brad Pitt aussi. J'ai pas vu, donc je te crois, mais je pense que voilà. ouais. Oui, comédie d'action, pas ouf. Voilà, ouais, il a co-scénarisé ce truc-là aussi, donc c'est pas une plume forcément mirobolante, mais c'est un copain de Lord des Miller, ils ont longtemps travaillé ensemble. Et Lord des Miller qui récemment produit The Cheap Detective, qui est très bien. Merci. Pour cette petite recours. Mais qui est aussi sur Prime Video. Donc, je sais pas s'ils ont aussi un contrat. Oui, je pense, ouais. Oui, ils avaient un contrat de toute façon avec Prime, avec Sony, mais. Et surtout qu'en version, alors, c'est pas en VF, c'est en version, québécoise, j'imagine. Ils ont fait encore un meilleur jeu de mots que 50 nuances de noir, puisqu'ils ont appelé ça les détectives. C'est marrant. C'est plutôt marrant. Ah, mais c'est celui avec Hugh Jackman? Oui, tout à fait. C'est les détectives et les moutons, quoi. Avec c'est ça. Les moutons, mon gars, c'est la vie. C'est génial. Exactement. Ça dit un film sur le deuil après. C'est vraiment incroyable. J'avoue, j'avais trop hâte de le voir, lui. Je savais pas que c'était eux qui avaient produit. Bah ouais, pareil, j'ai découvert leur nom au générique et après je me suis dit, ah ok, donc ils ont aussi dû sécuriser un truc avec Prime parce que là, clairement, c'est ça. Oui, probablement, ouais. Mais donc, bref, Oren Uziel qui, donc, lui, se prend de passion pour le personnage de Spider-Man noir, et tout de suite, l'idée est posée d'aller proposer le rôle à Nicolas Cage, qui avait déjà interprété ce Peter Parker dans le film. Lui qui, pareil, ça lui parle, hein, le côté rendre hommage au cinéma des années 30-40. Et puis, c'est assez étrange parce que Nicolas Cage, il a un peu tout fait à Hollywood, il a eu des très hauts moments de gloire. Après, il a eu des très grosses cassages de gueule. Yeri est mort de rire, je sais pas. Bah ouais, parce que c'est sa matrice, quoi. C'est les montagnes russes tout le temps. Bah oui. Mais c'est ça qui est fascinant avec le gars, et c'est pour ça aussi que il y a toujours un capital de confiance quand il est là, parce que tu sais que même si c'est la pire merde, lui, il va y aller. Il va être intense. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas te marrer. Même si c'est nul, tu vas te marrer. Tu vas pas passer un moment désagréable. Et comme Uziel a pas une grosse expérience de série télévisée, on va prendre Steve Lightfoot aussi, qui était le co-créateur de la série Punisher de Marvel Television. Nous, à l'époque, d'ailleurs, on pensait que ce serait plus lui le capitaine, mais a priori, c'est vraiment bien Uziel qui a signé l'essentiel de la direction artistique et des scripts. Et ça part en tournage avec un beau casting, Brendan Gleeson, Jack Huston, effectivement, donc Nicolas Cage, Lamorne Morris, qui joue Robbie Robertson. Donc, on voit quand même qu'ils ont lu des comics Spider-Man noir, pardon. Est-ce qu'ils ont retenu les bonnes leçons? Moi, j'ai envie de dire que non, mais voilà, il y a quand même des trucs qui viennent bien des BD. Ce qui se passe, c'est qu'après 9 à 12 mois de tournage selon les sources, au départ, le projet était bien de filmer avec des caméras en noir et blanc, donc en travaillant les contouring, en travaillant les contrastes pour faire un vrai produit en noir et blanc en hommage à ce qui se faisait à l'époque, et ça se voit quand vous regardez la mise en scène, c'est gavé d'hommages. Oui, il y a certains plans, surtout sur le premier épisode, quoi. Voilà. Et en fait, au final, Prime Video va changer d'avis en cours de route et leur dire, on préférerait quand même une version couleur. Donc ils vont devoir on aimerait aussi une version couleur. Oui, enfin c'est la version noir et blanc devient la version bonus en l'occurrence plutôt, parce que eux ils disent on aimerait une version couleur, mais vous pouvez garder la version noir et blanc. Et donc ils repartent en tournage. J'avais déjà direct l'idée de on va laisser l'option au public de choisir sur notre plateforme, ou eux ils étaient juste en mode. Non, c'est Uziel et Lightfoot et Lord des Miller a priori voulaient du noir et blanc en fait. Non, je veux dire quand Amazon leur dit on n'est pas sûr machin, est-ce que ils sont pas sûrs dans le sens ils ne veulent pas trop de noir et blanc, ou est-ce qu'ils ont déjà dans leur tête le truc de écoutez, on est une plateforme donc on va laisser le choix. Moi je pense qu'industriellement les séries en noir et blanc pour cette échelle de budget là c'est très rare. C'est même devenu rarissime. C'est un peu comme les BD en noir et blanc en France, il y a quand même, enfin à part les mangas évidemment, mais il y a quand même toujours un peu cette peur que le public soit segmenté, parce que le noir et blanc c'est pas un truc auquel on a perdu cette habitude là en fait. Et pour les grosses productions ça ne se fait quasiment plus, donc à mon avis les créateurs eux voulaient garder le noir et blanc, et Prime voulait de la couleur, donc ils ont trouvé le compromis de faire les deux versions, je pense simplement. Ouais, pour le dire avec d'autres mots, c'est des gros lâches qui ont pas réussi à assumer une intention artistique et qui se sont dit le public est trop bête et ils vont pas regarder. Alors pour renuancer ce que tu viens de dire, non, moi je pense qu'il y a pas besoin de nuance. Quand même Uziel et Lightfoot ont tenté de sauver un peu les meubles avec cette version couleur en travaillant sur une palette qui ressemble beaucoup à du Technicolor, qui est ultra saturée volontairement, mais attention, moi je te dis, je trouve ça ridicule moi aussi, évidemment. Néanmoins, quand vous regardez la version couleur, il y a quand même un travail de direction artistique qui a été fait. Même Nicolas Cage a dit c'est marrant, c'est comme s'ils avaient colorisé, tu sais, comme les vieilles colorisations de la série Zorro ou des vieux films en noir et blanc.
tellement justement ça paraît antinaturel le résultat qui est obtenu. Et moi j'ai regardé du coup pour voir une ou deux scènes, c'est vrai que tous les couleurs, les costumes sont pétants, les décors sont pétants, les éclairages sont pétants. C'est fait pour justement un peu t'agresser la rétine, comme si ça avait été une colorisation artificielle. Donc il y a eu quand même une réflexion de fait. Maintenant la réalité c'est que du coup ils ont payé 2 fois la série parce qu'il a fallu la tourner 2 fois. Et ça évidemment, et ça a pris du temps, et évidemment c'est pour ça qu'elle a mis aussi longtemps entre guillemets à se monter. En plus de la grève des scénaristes, en plus des incendies en Californie, ils ont quand même vraiment joué de malchance sur plein de moments, donc elle a quand même, je pense, vraiment coûté assez cher à mon sens. Surtout que le casting est quand même important. Ouais. Voilà, après il y a pas grand chose de plus à rajouter. Elle est sortie en une fois à la Prime Video, comme Batman Caped Crusader. Pour tous les produits qui sont pas directement à eux, qui sont pas développés par Amazon Studios, j'ai l'impression qu'ils font ça maintenant. Alors c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que... Mais on n'a pas eu de communication officielle de leur part. Donc voilà, la série est sortie. C'est un peu la fin de ce point. Arnaud, tu verras autre chose à ajouter? Non, dire effectivement, ils l'ont balancé en une fois pour histoire qu'on puisse tout regarder en un week-end et ne plus jamais en reparler après, plutôt que de garder l'attention des spectateurs en leur proposant quelque chose sur lequel ils peuvent revenir une fois par semaine, ce que je trouve toujours incompréhensible parce que même si c'est pas ta production en interne, t'as tout intérêt à ce que les gens parlent d'une série qui est diffusée en exclusivité sur ta plateforme, donc ça sera toujours la grande interrogation. Puis en plus là, précisément pour le format avec le côté feuilletonnant mais volontairement à l'ancienne, ça aurait été encore moins déconnant de faire en hebdo, quoi, tu vois. Entre le 3 et le 4, t'as un vrai cliffhanger de fin. Ouais. On va devoir besoin d'une deuxième tombe, et en fait, oui, avec le coup 5 secondes plus tard, l'épisode suivant se lance, t'as déjà la résolution. Ça, c'est ça, donc ça annule plein d'effets d'écriture, en fait. Ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi si quand même, mais il faut le préciser, c'est pas Peter Parker, c'est Ben Reilly. Oui. Donc, qui est le nom du clone dans le canon Spider-Man. C'est une astuce vraiment intelligente, je trouve, qu'ils auraient pu trouver il y a 10 ans, en vérité. Et surtout qu'ils ont même inclus une réplique qui te dit, en fait, c'est pas son vrai nom. Oui, voilà. Donc il y a vraiment exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On s'en est parlé hier avec Arnaud, où il dit, tu as changé de nom, donc probablement que son vrai nom, c'était Peter Parker. Et ça fait partie des problématiques, des contrats qui lient Sony à l'utilisation de Spider-Man avec Marvel Studios également, puisque Spider-Man et Peter Parker, ce sont des choses qui sont réservées pour d'où le nom, le grand écran. C'est pour ça que ça s'appelle pas Spider-Man noir. Exactement, c'est pour ça que c'est Parce que le vrai Spider-Man noir, c'est Miles Morales. Et tu sais quoi, et on aurait dû l'enregistrer. Il a pré-shot ta blague il y a une demi-heure avant qu'on enregistre en fait. En fait, avant on a enregistré un petit peu. De toute façon, les gens l'ont su parce qu'on l'a dit en intro que t'étais pas encore arrivé, qu'on a commencé l'enregistrement parce qu'on voulait juste avancer sur le point Cocopédia au cas où ton erreur mettrait trop de temps. Et juste avant d'enregistrer, il fait de toute façon, je vais le faire là avant parce que de toute façon, Yérim, sinon il va me couper avec sa blague en disant que le vrai Spider noir c'est Miles Morales. Et tu l'as complètement fait. Et tu es lisible comme un livre ouvert qui ferait 2 pages. Mais je peux prévoir les vannes de Yérim. Ouais. Après point de puissance. Ça fait 10 ans. Pas encore. Ça fait pas encore 10 ans que t'es dans. Ça fait 8 ans là. Ouais. Ça fait depuis Venom premier du nom. Comme quoi on t'a vraiment un point de repère. Comment on t'a introduit. Ouais, on t'a embarqué vraiment dans la pire des aventures qui existent. Mais ce que je veux dire aussi, non, il y avait aussi un truc moi sur lequel je voulais revenir avant de parler de la série, c'est sur la communication. Quand ils ont sorti leur premier trailer, ils ont utilisé une tagline qui était pas de pouvoir, pas de responsabilité, donc no power, no responsibilities. Ça fait 4 fois qu'on utilise cette tagline quand même. Ouais, qui avait été utilisée pour Kick-Ass, mais Kick-Ass elle est même pour Clerks 2 en fait. Oui, pour Clerks 2, c'est un vieux truc. Il y a encore un troisième que je zappe qui avait à nouveau ce truc là quoi. Mais voilà, c'est un truc qui est un peu classique en fait de vouloir un peu détourner le célèbre mantra de Peter Parker, sauf que ça n'a aucun putain de sens parce que il a des pouvoirs, il est quand même héroïque aussi, et je ne définis pas comme ça en plus. Ouais, c'est ça. C'est pas un irresponsable total, c'est pas. Après, il fait beaucoup de conneries. Oui. C'est devenu une réplique dans la série en fait, cette tagline. Oui. Mais malheureusement, qui a à contresens. Parce que en fait, c'est pas la leçon qui retient de tout ça. Ah non, pas du tout. Ouais. Donc vraiment, c'était vraiment juste une idée de marketing pourri qui a été utilisée sans rien, et ça, en fait, ça me saoule de voir que c'est vraiment des gens qui réfléchissent pas en fait à ce qu'ils te vendent, en fait, à ce qu'ils font, qui essaient de trouver un truc quoi. Non, puis, vraiment, ça a été
déjà utilisé à plusieurs reprises. Mais ça me dérange. Sur un espace-temps de plus de 10 ans maintenant. Enfin, t'étais là, tu fais quand même. Mais ça me dérangerait pas tant que ça, puisque c'est quand même un produit Spider-Man, donc t'as une certaine légitimité. Si tu voulais vraiment en faire quelque chose de subversif par rapport à cette. Ah oui, mais c'est mais là. Mais sauf que ça ne marche pas. C'est juste ça ne marche pas. Tu regardes le trailer, les gens ils disaient ah ouais trop cool la tagline. Tu fais vous êtes con ou quoi? Il a des pouvoirs, donc ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un qui me fait oui, mais et c'est pour ça que je suis très revanchard en fait. Mais voilà, cet internaute qui m'avait dit peut-être qu'en fait les pouvoirs, les séquences, c'est dans sa tête. En fait, on voit bien que avec certains plans, il mimait la folie et que du coup on n'est pas sûr qu'il y ait des pouvoirs. J'étais non, clairement pas. Enfin, il vole dans la rue, c'est pas une illusion collective. Ils l'ont pas utilisé pour Kraven dernièrement, cette horrible tagline. Et nous, on s'était tous dit, mais attends, ça marche pas parce qu'ils ont des... Non, putain, non. C'était, je crois que c'était Thunderbolts. Je crois qu'ils ont réutilisé ce truc. Oui, je crois. Ça me dit vite fait un truc. Je crois qu'il y avait ça, with no power, no responsibility. Ou alors juste no power, no responsibility. Ouais. Mais non, c'était, on l'a vu récemment. Oui, non, c'était un truc, pas de pouvoir, pas d'héros, enfin, un truc comme ça. C'était pas de bras, pas de chocolat, ou, je sais plus quel autre. Ouais, mais c'était un truc, on se dit, mais ça marche pas parce qu'ils ont tous des super. Oui, ça marchait pas non plus, mais c'était, oui, je m'en non, parce que je crois que c'était carrément sur l'affiche finale dans mon souvenir de Thunderbolts. Et tu disais, ah ouais, mais enfin, vraiment, vous regardez pas vos propres films. On a déjà eu ce débat dans notre podcast. En tout cas, c'est sûr qu'on l'a revu il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Sur quel produit, je ne sais pas. Donc, ça veut potentiellement dire que ça fait la 5e fois qu'ils le font, etc. De toute façon, elle est claquée, et sur les 5 fois, t'en as juste une qui était pertinente. À la limite, si 2, tu peux mettre Clerks 2, puisque oui, c'est une comédie banale sur des êtres humains dont t'en as 2 qui sont fans de comics dans le lot. Donc, ok, pourquoi pas. Mais tous les autres, ça marche pas du tout. C'était l'affiche française, je me rappelle, ils avaient trouvé un truc à la... Pas de pouvoir, pas de responsabilité, point d'exclamation. Ouais, il y avait peut-être un truc sur les marketeurs français, ouais. C'était très possible. Mais ouais, t'es ce truc-là. Alors moi, j'avais une question de date. Ça arrive avant ou après, ou peut-être dans les mêmes eaux, que tout ce qui est Gotham by Gaslight? Oh là, ça arrive bien après. D'accord, ok. Gotham by Gaslight, c'est fin 80, fin des années 80, okay. Avant que Mike Mignola ne parte chez Dark Horse. Non, mais après, par contre, ils n'ont pas inventé l'idée de déplacer un héros dans un contexte. Ouais, non, mais après, non, c'était pas pour dire qui l'a fait en premier, mais c'était vraiment ce truc de où ça acquiert assez rapidement un statut assez, enfin pas forcément culte direct, mais reconnu parce que du coup, en fait, t'as un océan de possibilités à la seconde où tu. Bien sûr. Où tu décales l'époque. C'était Not Super, Not Heroes, Not Giving Up. Ça, c'était la VO. Et je crois que du coup, ça doit être la VF qui c'était pour Thunderbolts, du coup. Ouais. Qui s'était contenté du fameux truc. Il y a une vraie enquête qui se passe sous mes yeux. Les deux ont l'air passionnés par la recherche pour bien humilier le marketeur français qui a eu cette idée pourrie. Non, mais je me rappelle la fiche française, je suis à peu près vraiment sûr que c'était ça, quoi. Mais bon, c'était pas. Bref, ouais. Bon, je le retrouverai pas là. Après, tu peux aussi citer Old Man Logan, par exemple, qui était aussi un peu le côté, prenons un personnage connu, installons-le dans un autre contexte, en l'occurrence, le post-apocalyptique. Oui, on peut le mettre. Beaucoup plus tard, en l'occurrence, mais validé des spin-offs, comme Old Man Hawkeye, Old Man Quill. Et c'est très Marvel, ça. La mort de Robin des Bois aussi, dernièrement. Absolument. C'est la même chose. C'est vraiment Old Man Logan. Oui, bah oui. Robin des Bois, oui, mais Old Man Logan, c'est impitoyable, tu vois, quelque part. Aussi, non, parce qu'Impitoyable, c'est Clint Eastwood. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Non, mais c'était pas un jeu de mots. C'est pas d'accord. Désolé. Tu t'es automatrixé. Mais bref, du coup, ouais, voilà. Et le nom de personnage dans la série, c'est pas Spider Noir, mais c'est The Spider. Oui, c'est vrai qu'il l'appelle tout le temps, ouais, The Spider. Pareil, c'est pas si con, parce que le personnage de The Spider, il est dans le domaine public aux États-Unis. Tu peux très bien, effectivement, considérer qu'il a plus à voir, même avec The Spider. Parce que The Spider, dans le personnage de magazine, c'était effectivement un ancien vétéran de la Première Guerre mondiale. Bon, il était riche à la Bruce Wayne, donc ça ne colle pas, mais qui était effectivement un détective à côté, qui combattait des vilains proportionnels à son époque. Donc voilà, je pense qu'on peut maintenant commencer à passer aux... Tout à fait. J'ai aussi une question pratique, c'est sur les méchants, mais qui servent plus d'hommes de main dans la série. Est-ce qu'ils correspondent à leur version? Non, pas du tout. C'est vraiment des inventions. Pas du tout. Dans la ils existent, par contre, Megawatt existe. Tout à fait. Mais tu peux te dire que c'est Electro aussi. Enfin, c'est pas Electro, c'est Megawatt. Ils ont fait une sorte de... Parce que je crois qu'Electro était réapparu trop récemment. Bref, on s'en fiche, peu importe. Jamie Foxx a un peu tué le personnage, quoi, mais... Oui, c'est vrai. Mais en l'occurrence, le Sandman, par exemple, dans l'univers Spider-Man noir, c'est juste un mec qui est très fort physiquement. Il n'y a pas de pouvoir de sable, etc. Il manque de tuer Peter Parker dans le volume 2, d'ailleurs. Il s'appelle le Sandman parce qu'il endort les gens à coup de poing, simplement. Ah, genre marchand de sable. Ok. Ça. Ouais. Peut-être un hommage à Neil Gaiman, du coup. Peut-être.
Et voilà. on va pas aller plus loin aujourd'hui. Moi, je rebondis pas là-dessus. Mais dans le premier volume, si tu veux, donc c'est le bouffon vert qui est le chef mafieux, c'est pas Silvermane. Silvermane, j'en ai pas parlé, mais on va pas refaire toute l'histoire. Effectivement, dans la BD, c'est un vieux gangster qui refuse de mourir et qui tente par tous les moyens de rester en vie et de contourner la mort au point d'avoir des exosquelettes parfois, etc. D'accord, c'est ça son truc. Voilà, donc c'est un BD, peu adapté. Il y a quelques répliques qui font référence à ça, le fait qu'il veut rester relevant. Il aime pas la musique des jeunes, il préfère la musique les classiques, etc. Voilà. Ça, la K-pop, il aime pas, ouais. Il aime pas ça, mon gars, non, évidemment. Bah, c'est coréen. Et qu'est-ce que j'oublie? C'est tout, parce qu'après, si t'as leur équivalent de Tombstone, mais j'imagine que c'est le même traitement. Ouais, pareil, il y a pas de Tombstone dans l'univers noir. En fait, t'as Adrian Toomes, qui donc lui, en fait, était un créateur de cirque, voilà, qui bouffait les poulets et qui est cannibale et qui, effectivement, a buté l'oncle Ben en le mangeant. Tu as le Craven, qui lui, pour le coup, est un dresseur d'animaux, de cirque aussi. Okay. Il y a bien le caméléon, par contre, qui est toujours son demi-frère et tout. Il y a qui d'autre que j'oublie? Bon, c'est à peu près tout, je crois. Il y a quelques vilains, c'est beaucoup plus secondaire. Il y a Ox, qui est une sorte d'équivalent d'Urgino. Enfin voilà, il y a des personnages secondaires qui n'ont pas de pouvoir, hein, globalement. Dans mais grosso modo, c'est pas ceux qui sont utilisés dans la série, en fait. Voilà. Okay, dans l'univers noir, il y a que Spider-Man qui a vraiment des pouvoirs. La plupart, c'est juste des porte-flingues. En dehors de ça. Ouais. Non, donc on va pouvoir passer à la discussion autour de cette série. On fera pas de partie sans spoiler et avec spoiler, vu qu'on est que 3 quand on fait des podcasts, voilà, en nombre restreint, on se passe de faire ça. Surtout que de toute façon, vu que tout a été diffusé, si vous l'avez regardé, enfin voilà, ça fait quasiment on a du retard un petit peu dans notre planning, donc ça doit faire bien 3 semaines qu'elle est sortie en intégralité. Donc vous avez certainement eu le temps de la regarder. Et si vous pouvez pas, si vous l'avez pas fait, vous pouvez le faire immédiatement et réécouter la suite de ce podcast ensuite. Donc on va en discuter un petit peu tous ensemble de façon collégiale et démocratique. Corentin et Yérim, je commençais peut-être par toi, Yérim, puisque c'est vrai que toi, tu avais été très surpris justement quand t'as regardé la série. Tu m'as écrit, tu me fais, mais en fait Spider-Noir, il est pas noir. Et tu dis putain, je me suis jamais fait autant matrixer de ma vie. C'était un peu ça, quoi. Ne regarde pas, je n'y suis pour rien. Donc en gros, Yérim a eu un grand moment de gêne, il m'a regardé en mode mais dis quelque chose parce que là je peux plus. non, écoute. Attends, après la vanne qu'il a fait juste avant, franchement, il a pas trop le droit de faire le. Faut savoir qu'il est tôt. Arnaud travaille beaucoup en ce moment. Il est un peu fatigué. Donc il est possible que le niveau des vannes soit un peu plus bas que d'habitude. Mais elle était très bien cette vanne. Vous êtes des fous. Non, c'est Static, le premier Spider-Man noir. Ils ont créé Static en s'inspirant de Peter Parker. Hein. C'est vrai. Static, c'est le super jeune là. Ouais. C'est dans Milestone, c'est celui qui a les pouvoirs électriques. Ok. Comme tous les Renois des années 90 d'ailleurs. Qui avait des pouvoirs électriques, voilà. effectivement. C'est vrai, ça. Écoute, moi j'étais content à l'annonce du truc pour le côté rétro et parce que je me suis dit, en fait, clairement, c'est pour Nicolas Cage, quoi. Le reste, j'en ai rien à battre. C'est-à-dire qu'au bout je crois que c'est au bout du 3e épisode, moi en plus c'est comme ça quand on me demandait mon avis et que je devais un peu le vendre à des gens, c'était, en fait, au bout du 3e épisode, si t'aimes pas le côté rétro, c'est pas grave. Si t'aimes pas le côté enquête, c'est pas grave non plus. Même si t'aimes pas Spider-Man en général, parce qu'en fait, ça devient juste une série de Nicolas Cage. Et c'est un mec qui a fait pas non plus beaucoup de séries, surtout en lead, quoi. En tout cas, moi, j'en ai pas trop souvenir. Et donc là, ça devient effectivement des trucs de jeu d'acteur où des fois, tu comprends pas ce qu'il fait. Mais c'est génial, et surtout quand tu commences à comprendre, tu dis ah mais c'est pour ça. Et effectivement, il arrive. En fait, ce qui est assez génial avec ce type, c'est que t'es toujours sur la fine. Good or bad. Ouais, voilà, c'est le truc de Community et tout. Mais t'es vraiment sur la fine frontière entre est-ce que c'est juste ridicule ce qu'il fait. Ou est-ce que c'est vraiment un mec qui se prend la tête de fou tout le temps? Et en fait, bon, souvent, c'est les deux en même temps. Mais là, typiquement, quand il a certaines gestuelles, c'est-à-dire quand il vient d'avoir la morsure et donc il est en transformation et tout, et que là, il a vraiment des gestuels où tu vas dire, bah, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, il est juste en freestyle total. Enfin, on dirait il est sous acide et tout machin. Et en fait, le mec, après, t'explique, et même un truc, tu commences à avoir l'intuition de ça normalement, c'est que tu dis, ah d'accord, c'est le seul mec, quand on lui dit tu vas jouer un Spider-Man, qui se pose la question, mais du coup, qu'est-ce que je fais de mes bras et mes jambes?
je vais essayer d'imiter une araignée physiquement. Et du coup, qu'il y a des mouvements qui n'ont aucun sens pour un être humain, mais qui, lui, dans sa logique, sont parfaitement explicables et tout. Et alors ça, c'est le truc le plus flagrant parce que c'est vraiment du visuel pur, quoi. Mais en fait, il va aussi avoir, et là, c'est assez malin, parce que c'était un peu un exercice de style, justement, quand il faisait Big Daddy dans le premier Kick-Ass, et qu'il avait expliqué qu'en très gros, il faisait une version distordue d'Adam West en termes de diction, qui ne correspond pas en fait au sens de ta phrase, c'est-à-dire qu'il y a des temps de pause qui ne correspondent pas à la ponctuation, et il y a des moments d'intensité qui correspondent pas non plus au sens des mots. Et lui disait, en gros, Big Daddy est comme ça parce que, déjà parce que c'est un peu un psycho à sa façon, et parce que c'est son moyen de camoufler en fait ce qu'il est. Donc en gros, il ne parle pas dans les scènes où il est avec sa fille, il parle de manière beaucoup plus naturelle et tout. Mais quand il est en Big Daddy, ça devient une parodie d'Adam West et tout. Et là, en fait, ils ont trouvé le moyen d'expliquer pourquoi il parle de manière chelou, parce que donc moi, il m'a rappelé direct ce truc-là, avec cette diction un peu en décalage et tout. Et donc, au bout d'un moment, tu le vois dans un ciné. Il regarde un bête de classique. En plus, je me l'étais noté. Parce que, James Cagney. Ouais. Et en fait, il commence à dire beaucoup plus tard dans la série que pour se réhumaniser, en fait, il s'était enfilé plein de classiques de films noirs et que c'est pour ça qu'il parle comme Cagney, comme Bogart, comme truc, et qu'en fait, du coup, je sais pas comment ils ont décidé ça, tu vois, à l'écriture, mais c'est ça qui te donne, en fait, narrativement, une explication quasi rationnelle de pourquoi ce mec sonne si peu naturel et si bizarre quand il parle. Il dit, pourquoi il est à ce point dans le cliché aussi. Et c'est ça, pourquoi c'est vraiment la un réplique pastiche facile, de la ça. vanne facile, c'est qu'en fait, c'est un emprunt qui est volontaire, du coup, parce qu'il a appris à cloner. C'est ça, et en fait, il a méthodes-là, réappris quoi. à parler en regardant des classiques de films noirs. Donc, tu dis, effectivement, oui, c'est pas bête du tout, vu, voilà, c'est qu'il cite Bogart, Cagney, et un beaucoup moins connu qui est, à un moment, il dit Eddie G. Pour Eddie G. Robertson, en gros, c'est aussi un truc qu'il regarde. Parce qu'en plus, lui, quand une tierce personne, ça va être le gamin, le décrit, il dit, une dégaine à la je sais pas quoi. Et genre, il le prend un peu mal, il dit, t'aurais quand même pu me dire. Et je crois que c'est là qu'il cite ces 3 modèles, en fait. Et tu sens que lui, c'était, en tant qu'acteur, c'était un truc qu'il a fait kiffer et tout. Après, alors il y a tous les moments où il est soit drogué, soit sous pillave. Et là, c'est aussi des énormes excuses pour le Nicolas Cage show, quoi. C'est-à-dire que le moment ça, ou quand il essaye de se déguiser, on va dire avec des gros guillemets, pour se faire passer pour quelqu'un et obtenir des informations. C'est-à-dire, il y a un premier passage à l'hosto où c'est vraiment Quand il est dans le bureau qui se fait capter. Hein. Non, quand il fait le tour des flics blessés. Ah oui. Et là, vraiment, t'as un crescendo. Non, mais là, c'est n'importe quoi et tout. Quand il se fait gauler dans le bureau et qu'il fait, du coup, une sorte de personnage qui aurait un trouble psy. Ouais, un petit fou. C'est pareil, le jeu d'acteur, il est complètement dingue. Et il y a quand il va récupérer son costume aussi, qui fait le plombier. Oui, le plombier, où lui, il se met à avoir un accent de merde. Enfin, et là, en fait, t'as vraiment, ça devient des pastiches à chaque fois de personnages ultra clichés. T'as les flashbacks. Alors ça, en plus, c'est vraiment un truc qu'on a vu dans des séries et des films, mais essentiellement comiques premier degré. C'est quelqu'un qui pense qu'il a un bête de secret, alors qu'en fait, ses proches sont tous au courant. Et il a quand même ce truc-là avec sa secrétaire, non, mais c'était en fait, je sais que vous êtes The Spider, quoi, et tout. Tu fais quoi? Et là, t'as une série de flashbacks incroyables où le mec est raide bourré, il est accroché au plafond, il déclame des répliques, on sait pas trop pourquoi. Et t'as la meuf juste qui est saoulée au bout d'un moment, qui fait, ça fait peut-être la 15e fois que je te crame. Et il fait n'importe quoi. Pareil, il envoie des toiles n'importe comment et tout. Et donc ouais, t'as une sorte de fond de la série qui est vraiment Cage en freestyle, machin, et qui en fait a pas trop de rapport avec la forme de la série, qui est effectivement une enquête très classique avec le chef mafieux, la femme fatale,
les hommes de main, le dilemme moral. À la limite, bon, t'as le côté SF avec les flashbacks, le côté savant fou, qui lorne vers un autre type de film très classique de cette époque-là, mais qui n'avait aucun rapport ou presque avec les films noirs, parce que là, en fait, c'est du vieux Frankenstein, ce qu'on te montre, le labo un peu dégueulasse et tout. Donc ouais, moi, c'était bon moment, mais bizarre, comme plein de trucs plus ou moins réussis avec Nicolas Cage. Tu fais, ok. Dire même un truc ultra sérieux, je sais pas, qui lui avait un peu redonné ses lettres de noblesse, bah c'était Pig. Enfin, il y a quand même un côté très bizarre dans le film, quoi, tu vois. Sûr. Et même dans La couleur tombée du ciel, l'adaptation. Oui, alors là, ouais. Où c'est un éleveur d'alpagas, je crois qu'on dit en français. C'est alpacas en anglais, mais. Je crois que c'est un peu ça, ouais. Et t'as des moments donnés où, tu sais, ces gamins, ils lui font, mais putain, les alpagas, ça marche pas, etc. Et tu sais, il se met à faire ces trucs avec les doigts, là, où il pointe mais comme Spider-Man d'ailleurs. Mais oui. Il fait, oui. Écoute, c'est mes putains d'alpacas. Et putain, alpaca, je les aime et compagnie. Et tu sais, d'un coup, il break complètement le caractère, enfin le personnage, et ça devient juste Nicolas Cage qui parle à ses gamins. Et tu te dis, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce gars? C'est ça. Parce que même là, quand il est, alors parce que des fois, il a un peu des allers-retours dans ses pouvoirs, qui maîtrise un peu moins qu'avant et tout. Et là, voilà, quand il fait le lançage de toile qui ne marche pas. Ouais. Non, il y a pas d'explication. Ah non, c'est ça, il y aura pas d'explication. C'est ça, je me dis à chaque fois, mais pourquoi il bloque Si lui, il te sous-entend que c'est juste la vieillesse, en fait. Mais voilà, t'en rien de plus que ça, quoi. Et techniquement, quand il fait ça face à deux hommes de main qui, du coup, le regardent comme un débile profond, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses mains, que ça correspond à quoi? Et qu'il se met à transformer son truc en, c'est un art martial, c'est du yoga, c'est du tai chi. Et en plus, c'est vrai qu'il le dit comme ça, t'as sa super diction et tout. Donc ouais, non, ça, clairement, la série, tu le remplaces lui. Je pense que ça tient plus debout du tout. Enfin, t'as vraiment plein de trucs qui ne peuvent plus marcher. Et après, par contre, ouais, il y a quand même des second rôles qui m'ont fait plaisir, mais notamment, bon, le plus évident, c'est Gleason, parce que il est vraiment taillé pour le truc. En plus, ça se voit, alors ils l'ont dit après, les deux étaient très contents, en fait, de jouer ensemble. Oui. Ça se voit. Mais ça se voit aussi. Genre, vraiment, t'as des discussions d'une banalité qui patronne tous les deux. Tu vois, qui kiffe de ouf et tout. Et j'ai bien aimé, alors c'est un éternel second rôle, en plus de ce type de production, c'est le mec qui fait Sandman, on va dire. Jack Huston. Bah voilà, parce que lui, en fait, c'était un homme de main un peu pareil, tourmenté, vétéran de guerre. Dans Boardwalk Empire, tu vois. Et là, c'était pareil, des fois tu vois certains choix de casting et tu te dis c'est soit des gens qui sont déjà eux-mêmes fans de séries et qui voulaient pas non plus prendre des gens au pif juste pour leur nom et tout. Parce que oui, t'as ce côté-là, pareil pour Robbie, c'est plutôt pas con, tu vois. Qui jouait Winston dans New Girl. Et qui joue toujours Winston de New Girl, mais dans une série Spider-Man. C'est vrai que oui. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Alors je connaissais pas du tout celle qui fait Felicia Hardy. Je trouve que franchement ça va. Bah sincèrement, je trouve que ça va. Enfin, bah, c'est-à-dire, elle fait au premier degré une femme fatale de cette époque-là, de ce type de production. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, t'as vraiment avec la clope toujours comme ça. Ah ouais, vraiment, oui, c'est le classique. En plus, c'est évidemment la chanteuse de cabaret. Parce qu'elle cache quelque chose et tout. Oui, voilà, tu vois. Puis c'est la chanteuse de cabaret, le truc, le machin. Donc elle était dans Sinners. Voilà. Ah, donc c'est elle qui fait la connerie de dire venez bande d'enfoirés tout machin. Ok. Donc ouais, non, franchement niveau cast, moi j'étais content. Alors faut savoir en plus que pour le coup Cage a quand même dû auditionner pour le rôle. C'était pas genre écoute, tu nous as fait le doublage donc forcément ramène-toi et tout. Et donc voilà, vraiment anecdote à la Nicolas Cage où tu fais ça peut arriver qu'à lui en fait ça. C'est-à-dire que il y a je sais plus si c'est pas son agent directement, c'est un intermédiaire quoi qui insiste, qui dit par contre quand ils vont te faire dire des répliques, genre ne marmonne pas, tu vois. Genre don't mumble et tout. Et l'autre OK, je sais pas, c'est la première fois qu'on me dit ça, enfin peut-être j'ai une réputation de mec qui fait ça, je comprends pas et tout. Et puis ça le travaille, parce que donc forcément ça reste un taré, donc ça le travaille. Donc il appelle un de ses potes, et alors là t'imagines qu'ils sont potes, et tu fais c'est tellement dommage qu'on les ait pas plusieurs gens, parce que son pote c'est Charlie Sheen. Ouais. Et donc il lui dit écoute, je sais pas, j'ai un questionnement là en fait. Le mec a vachement insisté en me disant tu marmonnes pas de mumbling et tout machin et
je sais pas, t'en penses quoi et tout. Moi, est-ce que c'est vraiment un truc où je vais devoir articuler d'une manière vraiment spé pour... Enfin, lui, il se prenait la tête vraiment, et du coup, t'as la réponse de Charlie Sheen qui fait, le mec qui t'a dit ça, est-ce que son nom de famille, c'est Sony? Non. Alors, tell him to fuck off. Et ça s'arrête là. Et du coup, après, t'as Cage qui dit, du coup, je suis allé à l'audition, vraiment en détente, et j'ai eu le rôle, et voilà. Donc voilà, c'est vraiment une anecdote chelou pour un mec chelou. Et en plus, ouais, attends, j'essaie de voir, mais t'as... Alors si, est-ce que le gosse, parce qu'après, à un moment, j'ai eu la flemme de relever les noms et de me dire, ok, ça c'est un clin d'œil à lui et tout. Le gosse, c'est un clin d'œil à quelqu'un des comics ou je même t'avoue, pas? j'ai même pas fait gaffe. Je m'étais posé la question aussi, mais c'est pas que c'est avare en référence au monde des comics, parce qu'il y en a une ou deux. Mais Oui, il y en a quand même. de fait, ils sont paralysés par le fait qu'ils n'ont que le catalogue Spider-Man, donc. Mais c'est pas juste un clin d'œil parce qu'il y avait des gamins qui aidaient des détectives dans... Oui, bah, notamment chez, C'est un classique. Bah, il y a quoi. Sherlock Holmes qui a vraiment limite une armée de gosses des rues. Non, mais Ouais. même chez Dick Tracy, ou même chez The Spirit aussi, pas The Spirit aussi. Bon, The Spirit, en l'occurrence, c'est un gamin noir et qui est vraiment dessiné comme Tintin au Congo, on va dire. Mais, oui, c'est probablement que ça vient là. Ouais. Mais il y a un côté peut-être aussi simplement, Spider-Man, quoi. Tu vois, même à la fin, quand il combat contre Megawatt et tout, avec le New York bou, tu vois, enfin. Oui, il y a un essayent côté, de oui, c'est faire vrai un qu'il est côté un très peu, ancré new-yorkais, côté terre un à peu Sam terre. Raimi, on va dire, avec des gros guillemets. Ouais. Avec tous les 5 doigts de la main, ils font des Ouais, guillemets. ouais. Mais non, Oui, je mais sais pas, j'ai c'est pas un fait des gaffe. héros les plus new-yorkais, effectivement, dans le côté friendly, enfin, voilà. Ouais. Mais, ouais, non, mais après, oui, ça peut juste être un truc de... À mon sens, ça pourrait même ne pas être une série Spider-Man, ça aurait pas de grande différence. Bah après, Si je puis me moi permettre. j'aurais eu le même problème quand même. Ça reste sur un héros certains qui porte aspects. le masque et qui tire des toiles d'araignée. Oui, Ce serait oui. compliqué de pas... Ok, bon alors, si tu retires de- les toiles d'araignée, évidemment, mais encore une fois, ça pourrait être vraiment juste une série The Spider du personnage de Steve. Oui, ça oui. Ça m'aurait pas plus choqué parce que même, tu vois, à la fin, pardon, je te laisse finir ton point, vas-y. Non, bah après, que je vérifie. Ouais, non, bah non, après c'était que le début, c'est-à-dire avant que ça devienne son one-man show à moitié, on va dire. Par exemple, les 2 premiers épisodes, il y a des, genre, je trouvais ça très beau. Du coup, effectivement, là, je vous rejoins, le noir et blanc est clairement supérieur, même s'ils ont essayé de faire certains efforts. Mais c'est la version noir et blanc qui est Master digne Race. de visionnage, quoi, tu vois. Celle qu'il voulait faire. Hein. Et c'est voilà, enfin ça se voit et puis même c'est compréhensible, je trouve. C'est même d'ailleurs ouais, comme t'as dit, plus la lâcheté du côté du diffuseur parce que tu te dis même si c'était un one shot, dire même Disney Plus, enfin moi, Oui, Disney Plus est revenu dessus sur le Werewolf by Night. Hein. mais ouais, ils ont pas fait chier. Parce Ouais, qu'ils mais ont on va regardé- faire aussi une version machin pour les gens qui seraient pas. C'est en fait, tu prends les codes aussi de ce que tu pastiches et là effectivement, c'était que des films en noir et blanc en fait Mais qu'ils ont. la différence, c'est que le Werewolf by Night, ils l'ont fait en noir et blanc la première fois, pas seulement parce que Giacchino voulait tourner en noir et blanc, ils l'ont fait aussi parce que c'était une façon d'avoir du sang et de la violence, entre guillemets. Oui, mais je me Sans rappelle, poser la même à l'époque, question j'ai de- dit c'est cool. Enfin, ils ont compris avec 12 ans de retard ce qui marchait dans Sin City, tu vois. Donc en gros, mais là, il y a un peu de violence. Il y en a pas tant que ça non plus. C'est pas un truc ultra énervé. Non, c'est pas Par énervé, contre, là où mais- je trouvais que ça marchait, et il faudra que je regarde par curiosité la même scène dans la version couleur, c'est que le flashback guerre où tu t'apprends comment il a obtenu ses pouvoirs. Là, t'as vraiment la scène cauchemardesque. Ah, pour les arachnophobes, là, Voilà. ça, là, j'y ai pensé, Du j'ai pensé Man à ta Spider, copine, je me suis dit, machin. oui, ça doit pas être agréable. C'est ça, tu vois. Je sais pas comment elle a fait, on l'a pas regardé ensemble, mais Ah, d'accord, ouais. ma nana qui, du coup, effectivement, est extrêmement arachnophobe, alors que son personnage préféré, c'est Spider-Man, Ouais, allez ouais. comprendre. Je me fous de sa gueule régulièrement avec ça. Je sais, est-ce qu'elle a tout regardé? Il y a vraiment des séquences, pareil, quand il est sur la table d'opération. Oui, c'est ça, non, c'est la même, ouais, Voilà. c'est tout cette séquence-là, Il y a quoi. vraiment des moments où tu dis, ah oui, non, là, par contre, on te montre Ouais. vraiment l'araignée pour de vrai. Ceux quoi. qui aiment pas les araignées. Ah ouais. 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 Et du coup, bah là, je trouvais que ça fait partie, bah c'est pour ça que t'as lié ça direct avec la séquence du labo. T'es des très vieux films de savants fous, de trucs, où tout d'un coup, tu pars vraiment dans plus que du pulp, quoi. Là, t'es vraiment, bah, dans des trucs qui peuvent aussi tourner à la série Z très facilement et tout. Mais là, je trouvais vraiment que le noir et blanc, ouais, embellissait et amplifiait, en fait, ce genre d'effet-là. Mais par contre, ouais, c'est vrai que les 2 premiers, malgré, bon, après, ils doivent installer tout le reste, mais je me suis dit, si c'est ce rythme-là tout le temps, c'est quand même un peu chiant. C'est-à-dire que
ils ont aussi chopé les mauvais côtés de leurs inspirations. C'est-à-dire que oui, t'as un côté malheureusement à updater. C'est-à-dire que si tu te retapes vraiment des classiques de certains polars, films noirs et tout, oui, le processus d'enquête, c'est pas nos codes d'aujourd'hui. Donc oui, c'est des gens qui à un moment vont faire du porte-à-porte, vont consulter des dossiers, vont faire ça, etc. Et en fait, quand tu rentres vraiment dans le dur de ça, ils le compensent avec des scènes comiques, avec pour le coup un chemin qui va en crescendo vers le super-héroïque en fait. Et après il y a des choix, c'est-à-dire que t'as l'homme sable qui est le mec tourmenté, qui est presque exactement son rôle de Bordeaux. T'as Tom Stone qui est un peu le cliché du Renoir qui en a chié en fait dans sa vie et qui en peut plus. Et t'as le psychopathe, parce que Megawatt, du coup, lui, c'est juste un comédien bizarre qui est en mode je suis en spectacle perpétuel. Je ne parle que en citation. Je ne parle qu'en citation de théâtre ou de film classique. Et tu sais, ah ok, bah pourquoi pas. Ça marche pas trop mal, je trouve. Oui, c'est ça. Puis en plus, l'acteur y croit en fait aussi, c'est ça qui fait la différence. Ouais, complètement. Et donc effectivement, des fois, t'as des trucs où tu te dis, il y a un côté rétro dans le bon comme dans le mauvais. Mais ils arrivent à pas te sortir en fait de la série, alors que c'est quand même une accumulation de trucs très étranges, ou sur le papier, je pense, je sais pas d'ailleurs si c'est le nom Nicolas Cage ou c'est tout le reste dont t'as parlé dans la logique en fait qui a conduit à la création de la série. Mais en fait, si tu pitches ça ex nihilo, enfin quand même il y a des trucs on va dire, mais c'est bizarre un peu ton idée. C'est que ça reste Sony, hein. Ils ont validé Morbius, ils ont validé Madame Web. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je veux dire, eux, du moment qu'il y a le cachet Spider-Man, ils y vont, et puis voilà. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que là, si t'as pas l'image de Cage, tu dis, il y a quand même le héros qui va se pointer avec juste, même pas un postiche, mais juste, il s'est trouvé un chapeau à la con. Il l'a retourné, il dit voilà, moi je suis le truc du syndicat des vétérans et tout. Et dois-je vous, en plus, avec sa diction modifiée, qui est horrible et tout. Et dois-je vous rappeler qu'en plus vous avez une balle dans le cul et tout machin. Et tu sais, t'es là, tu fais, mais où est-ce qu'on va? Et il a vraiment des moments, enfin, qui sont plus des moments de bravoure, en fait, parce que c'est lui, donc en fait, tu l'as déjà vu. C'est pareil, tu vois, lui, c'est pareil que Sony. Tu l'as déjà vu tout faire, dans le sens tout et plus que n'importe quoi, tu vois. Donc, il peut tout faire, c'est ça qui est beau. Puis même, il y a un moment, il y a aussi sa gestion de comment il agit quand il est vraiment raide bourré. Il y a vraiment un moment où Kat l'alpague pour un truc, et genre sa réaction c'est genre un truc comme ça, un truc de gros gamin et tout, et t'es là tu fais mais là il est sorti du perso, qu'est-ce qui se passe? En fait, vu qu'il fait ça régulièrement, bah oui, ça redevient un des rôles dans l'ascenseur avec le gamin où tu sais il titube et tout, et d'un coup il fait mais en fait t'es guéri, bravo mon gars, bravo. Mais oui, il lui met 2 tapes dans le dos en mode good for you, good for you. Mais pour moi ça marche pas, ça, par contre ça marche parce que c'est Nicolas Cage et ah oui, non mais tolérance, c'est ça, c'est si c'était quelqu'un d'autre, et ça marche parce que nous on le connaît, on connaît sa filmographie et qu'on aime bien aussi, on apprécie le personnage et tout ça. Oui, c'est sûr. Non, mais pour des gens qui n'ont jamais regardé, des jeunes on va dire qui n'ont jamais regardé de film avec Nicolas Cage et qui découvrent tu dois dire l'acteur avec ça, ils doivent quand même se dire attendez, il y a quelque chose qui cloche. La scène de bagarre dans le bar avec tu sais les petits qui viennent dire ouais, Spider Noir, il a jamais été. Et c'est juste son ego qui c'est un nul, c'est un gros nul. Et en plus, t'as un plan. Il est Red bourré, il est à nouveau Red bourré. Il redescend avec le plan GoPro où titube et tout, il leur pète la gueule, et à un moment donné, tu sais, c'est bon. En plus, c'est que t'es n'importe comment. Et il se fait crier Web. Oui. Mais ça, c'est comme le mec des Lego. C'est genre spaceship. T'es là, tu fais, mais pourquoi? Parce qu'après, il est bourré. Tu dis, c'est Rocket Raccoon qui fait bang quand il tue les gens. Ouais, ça n'a aucun putain de sens. Bah, dans la scène, il est bourré. C'est un sociopathe qui aime bien juste casser la gueule. Mais même, il y a des fois où il chante tout seul, sans raison. De temps à autre aussi. Et après oui, c'était la découverte des pouvoirs. Je pense que c'est peut-être une des meilleures découvertes de pouvoirs de Spider-Man dans toutes les versions qu'on a eues, parce que ils essayent toujours de mettre un minimum d'humour, tu vois, que ce soit chez Rémi, que ce soit même chez Mark Webb dans le métro. Ouais. Et du coup, les derniers on les a pas eus puisqu'il est déjà en activité. Mais là, vraiment, ses premiers usages et tout, le truc des mains qui dans sa tête, sont des membres, des pattes d'araignée et tout, tu fais,
ah ouais, c'est quand même, c'est-à-dire lui, ouais, il va à fond. Et pour le coup, lui, tu sens qu'il y croit vraiment. C'est pas juste, pour le coup, c'est pas un mec cynique qui ferait juste des trucs chelous pour faire des trucs chelous. C'est-à-dire, bah, c'était un peu la différence, je sais plus, quand en même temps que le dernier Fast and Furious, t'avais il s'appelait pas Dracula, mais le film où lui il jouait Dracula, tu vois. Et ça sortait dans Enzo. Renfield, ouais. Et par Robert Kirkman. Ouais. Et en fait, t'avais, je sais plus qui me disait ça, qui disait ouais, c'est qui le plus fou? T'es dans son interprétation entre Momoa qui fait donc le mec ultra qui fait Lobo, qui fait globalement une énième répétition avant d'avoir Lobo et de mal le faire. Ouais, mais en gros, t'as lui versus Nicolas Cage qui fait enfin Dracula avec le clin d'œil parce que Coppola et tout. Et en fait, moi j'ai dit non mais en fait c'est pas comparable parce que t'as juste un mec bourré un peu cynique d'un côté et de l'autre côté t'as un psychopathe. Et là c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour moi ouais c'est en fait, ce serait un peu salaud de dire il sauve la série parce que tout ce qu'il y a à côté de lui est pas profondément nul ou quoi. Ouais, mais il emporte la série vers des trucs où oui là ça devient tellement chelou assumé. Et oui, je vois pas qui d'autre peut assumer et porter des scènes entières où tu dis ah oui donc là tu bascules d'un truc quand même très premier degré, film noir, mec qui a quand même le cœur brisé, tu vois, la femme fatale et tout. À un truc où, mais vraiment, ça n'a plus aucun rapport. Il chantonne tout seul. Il fait des blagues de merde aux mafieux et tout machin. Même les trucs où tu dis pareil, moi, un truc que j'aimerais savoir à chaque fois, c'est la part d'impro dans ses répliques à lui. Que quand il dit à Silvermane, ouais, au machin, ou comme on dit en France, où est mon pognon? Ou je sais pas quoi. Ça te fait quoi? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Quand il parle français, vraiment, moi, ça m'a écorché les oreilles. Hein. Mais parce que je pense qu'il y a aucun effort de demander à la base. C'est juste lui qui part en... Mais ça, c'est le revers de la médaille. Tu dis, il y a que lui qui aurait pu porter le truc. Moi, je me pose la question, est-ce que la série avait pas une gueule différente sur le papier avant que c'est lui qui l'emporte ils se disent, ah, mais attendez, je pourrais essayer ce truc-là et tout. Enfin, tu sais, j'ai beaucoup pensé au film Venom, le premier, où Tom Hardy disait ce qu'il avait motivé. C'était en parler. Le marionnettiste. Voilà, le truc de marionnettiste. Et là, clairement, soit ils avaient l'idée de Cage en tête, donc ils ont écrit les scènes comme ça, soit une fois arrivés sur le plateau, ils se sont dit, mais attends, vas-y, est-ce que t'as essayé là? On te laisse faire, on te laisse tenter des trucs. Même au montage, je serais pas étonné qu'il y ait plein de variations où il joue différemment les moins de trucs, parce qu'il y a vraiment des moments où il est complètement hors temps, quoi. On dirait un personnage parodique dans une série où tout le reste des gens, à part Gleason et la mort de Maurice à la limite, jouent quand même assez premier degré. Enfin, Kat, elle sourit pas, c'est pas un personnage comique, tu vois. Les interactions qu'elle a avec lui, pour moi, les deux tiers ne marchent pas du tout, quoi, vraiment. Ah bah, déjà, le truc... déjà, la tentative de romance qu'il y a entre les deux, je trouve que elle fonctionne pas du tout. À partir du moment où elle est déjà dans une relation avec Sandman, je comprends pas pourquoi ils essaient d'aller vers ce terrain-là, mais... c'est un cliché de... Oui, c'est qu'elle, elle le manipule pour arriver à ses fins. Oui, puis c'est le détective qui tombe amoureux de la femme fatale, c'est une convention, tu vois, c'est... T'as fini, du coup? Mais elle est déjà amoureuse. Non, mais elle, justement, pour moi, elle le manipule dès le départ. Elle a pas d'attirance réelle pour lui. Par contre, quand elle teste sa théorie sur sa double identité et que ça consiste à se laisser tomber dans la fenêtre, pour très risqué, hein, quand même. Et tout, tu es, oula, oui, effectivement. Et là, oui, tu comprends que leurs interactions, si tu les prends dans un prisme, justement, classique de c'est une femme fatale, c'est un détective privé, là, oui, ça marche plus du tout. Parce qu'ils ont, déjà, dès qu'il est bourré et qu'il lui en veut, alors ça devient juste un film comique chelou, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas vraiment toutes ses répliques. Et lui, il a avancé, ouais, et puis machin. D'ailleurs, je crois que c'est là qu'il la rembarre en lui faisant un cinéma, genre, il y a un pouf, je sais pas quoi. Et là, tu sais, oula, ouais, c'est plus vraiment, et là, oui, ça devient vraiment un détective parodique. Pas au point, genre, c'est pas des séquences comme, je sais pas, c'est pas Leslie Nielsen qui faisait des séquences de détectives parodiques dans Y a-t-il un flic, c'est pas à ce niveau-là non plus. Mais c'est quand même, comme tu dis, un mec... Putain, j'aurais adoré voir cette série avec Leslie Nielsen à la place de Nick Cage, quand même. Ça m'aurait vraiment fait un truc très différent, je pense. Mais surtout, en fait, c'est ça la différence, c'est que ce que Nielsen faisait, c'est qu'il le jouait full premier degré. Mais oui, c'est ça. Là où Cage, sa technique, c'est pas ça, c'est vraiment de sortir presque tout le temps des clous, en fait. Donc ouais, non, pour moi, t'avais ça. Et puis après,
Je vérifie, mais ah oui, voilà, c'est Great Guy, le classique qui mate au cinéma et dont il connaît les répliques par cœur. Et effectivement, c'est une sorte d'incontournable de leur époque et tout. T'as après dans les excuses pour qu'il fasse de la merde, t'as tout le moment où moi je comptais sur ce moment et ça m'a pas déçu. C'est-à-dire quand vraiment il est dans le labo, mais il a été drogué. Je me suis dit, oh putain, déjà comment il est au naturel. Mais alors en version Guédro, effectivement, il fait n'importe quoi. Enfin, c'est limite miraculeux qu'il arrive à faire des actions à peu près cohérentes. Et après, pour le fait que, je pense pas qu'ils communiqueront beaucoup là-dessus, mais sur les libertés qu'il prend ou pas. Je sais plus si on avait déjà parlé de cette anecdote-là, mais c'était pour le second Ghost Rider. Tu sais, t'avais le teaser où il pisse du feu et ça fait les lettres du titre du film, quoi, et tout. Et t'avais une photo issue du making of où tu voyais que donc il est de dos et donc ils avaient modélisé son truc pour que ce soit le crâne et tout machin. Mais donc dans le making of, t'as une photo, une seule de cette séquence-là en mode tournage. Et là en fait Cage est quand même de 2/3, on va dire. Et donc tu vois que il avait une cagoule mais qui ne lui prenait pas tout le visage, c'est qu'il s'arrêtait là, qu'il s'arrêtait au front, quoi. Il s'était peint la gueule en blanc et il s'était fait des gros yeux noirs, tout noirs comme ça. Et du coup t'as je crois que c'est le réal, tu vois, qui leak la photo en disant voilà, pour montrer à quel point il était impliqué, parce que ça c'est du coup une séquence qui n'existait que pour le teasing du film. Et t'as un gars qui lui demande, qui fait quelque chose me dit que c'était son idée de se peindre le visage comme ça. Et le Rack fait oui, effectivement, personne ne lui a jamais demandé de faire ça. Et tu fais ouais. Donc ouais, moi j'ai passé un agréable moment, mais je pense que c'est uniquement lié à ton appréciation et ta tolérance en fait du degré de folie de ce mec-là, quoi. Voilà. Oui, tu me regardes bizarrement. Bah vas-y, ouais. Bah écoute, on a déjà couvert pas mal de choses. Ouais. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai fait l'erreur de relire les comics pour préparer mon point. Ah oui. Parce que c'est encore plus éloigné que le sont les nouveaux comics. Parce et le potentiel, à mon sens, déjà gâché par Marvel de pas poursuivre la saga Spider-Man noir, aurait, à mon sens, déjà mériterait un petit sujet en tant que tel. J'ai été voir aussi les réactions de Sapolsky après la sortie de la série. Alors il reste très pro, hein, il parle à mot couvert évidemment, on va pas se brouiller avec la moitié de l'industrie, etc. Et puis il a conscience, il a été journaliste comics, il sait comment ça marche, le work for hire. Néanmoins, il était quand même un peu courroucé et de ce qui est devenu Spider-Man noir en comics et de la série, du fait que même David Hein était d'accord là-dessus. C'est une série de centre-gauche, en fait. Les convictions politiques et sociales qui sont mises dedans, il n'y a pas de vrai discours sur la ségrégation, il n'y a pas de vrai discours sur la Grande Dépression, il n'y a pas de référence frontale à la présidence et compagnie. Tout ce qui était, en fait, dans la BD qui donnait son âme et son originalité aussi à déplacer un personnage. Là, en fait, on rentre dans un stéréotype qui m'a beaucoup fait penser. Il y a un épisode de la série It's Always Sunny in Philadelphia, qui est écrit par Megan Gantz, qui est la co-créatrice de Mythic Quest, aussi qu'une super scénariste, une ancienne proche d'Anne Harmon avec qui ça s'était mal passé, etc. Voilà, c'est une meuf que personnellement j'aime beaucoup, qui avait écrit un épisode justement en prenant les personnages de Philadelphia, donc qui est une sitcom vraiment très bizarre de base, je vous la conseille, c'est absolument génial, et en imaginant que ce serait un film noir. Et donc on suit le point de vue de Charlie, qui est le concierge. L'épisode s'appelait, je crois, le concierge passe toujours la serpillière 2 fois, en référence au facteur sonne toujours 2 fois, qui est aussi un classique du film noir. Et c'était vraiment écrit pareil, les personnages font des répliques très longues, nanana, avec ce ton vraiment très radiophonique à l'ancienne, où ils sont plein de comparaisons, plein d'analogies avec d'autres sujets pour faire des punchlines et tout. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit, mais en fait, on peut tout faire en film noir. Et quand j'avais vu cet épisode-là, j'avais commencé même à écrire des articles en mode film noir, en me disant, mais oui, en fait, ça marche, je peux même écrire des articles de comics blog, comme si c'était une intro d'un film noir. Et après, c'est devenu une blague avec Arnaud, qui même a un peu matrixé le générique de The Pulse ensuite pour en faire un vrai générique de film noir et tout. Donc effectivement, l'exercice de style, c'est pas les seuls, je crois que les Simpsons aussi avaient fait un truc comme ça et tout. Ouais, il y a eu ça dans Community, il y a eu ça. C'est un genre qui est tellement codifié et daté. Exactement. Que c'est ultra simple à parodier. Après, ça veut pas dire que tu vas réussir à être efficace à chaque fois. Voilà. Mais les codes, tu peux les reproduire très facilement. Et tu parlais de Sin City. Moi, Sin City, je crois que c'est l'un des meilleurs exemples d'adaptation de comics. Pas juste à cause du case par case, mais parce qu'ils ont compris
que Sin City en BD c'est du noir et blanc, donc tu peux profiter du graphisme en fait, du vrai noir et blanc, Ouais. où t'as que des nuances de noir et des nuances, t'as que des aplats de noir et de blanc pour dessiner les contours, les formes. Au cinéma, ça ne marche pas pareil. Il y a des films comme Renaissance qui avaient essayé de faire un truc comme ça, mais voilà, ils se sont dit non, le noir et blanc au cinéma, ça a une histoire, ça a une mise en scène aussi, ça a une iconographie. On peut aller chercher justement ces référents-là pour transformer Sin City en faire un vrai objet référentiel de cinéma. Et donc, par exemple, dans Sin City, la bande son est très jazzy, très noire, et il y a plein d'effets de cinéma qui sont justement pas forcément que dans les comics. Enfin, qui se passent pas dans les comics. Et là, c'est pareil. Je me dis, en fait, c'est un peu cruel de leur demander d'avoir fait du vrai Spider-Man noir parce que déjà, évidemment, ils n'ont pas accès à ce qu'était Spider-Man noir avec les droits, etc. Mais surtout, ils se sont dit, on passe en image réelle. Ça, en image réelle, le noir, ça a effectivement un historique. Et je trouve que là-dessus, la copie est quand même plutôt agréable. Il y a vraiment des effets de mise en scène avec les doubles focales, par exemple, qui est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, avec une technique de double bonnet où tu avais deux objets qui étaient équitablement, comment dirais-je, le point était équitablement réparti entre les deux. Tu vois, par exemple, t'as une main au premier plan. À l'arrière, t'as un personnage qui regarde la main qui est beaucoup plus loin en contre-plongée. Et ça, en fait, optiquement, ça nous interroge, on trouve ça bizarre, etc. Et c'était une façon que les mecs avaient trouvé, qui restait assez longtemps d'ailleurs, une vraie belle technique de cinéma, que là, ils refont plein de fois. Pareil, effectivement, les contre-plongées, les noirs projetés, les ombres projetées sur les murs. Oui. C'est pour ça que ça marche beaucoup mieux en noir et blanc, à mon sens. Hein. Même les miroirs à la toute fin, la Voilà, mort c'est de qu'il y a Silverman, c'est vraiment un truc vénère à la Dame de Shanghai d'Orson Welles. Évidemment, c'est fait exprès. Et il y a plein comme ça de le Faucon maltais, effectivement. Il y a plein de trucs qui sont directement référencés. Mais t'as Hitchcock aussi un peu dans ces trucs-là. Ouais. Et donc du coup, effectivement, je me dis que c'est des gars qui vont voulu se faire plaisir à aller chercher. Parce que Uziel, il le dit, lui, c'est un grand fan de films noirs pour de vrai et tout. Ah d'accord. Okay. Ils se sont fait plaisir à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, une fois que... Et esthétiquement, je trouve ça vraiment agréable. Il y a plein de trucs qui ne vont pas au niveau du rythme, il y a plein de trucs qui ne vont pas au niveau de la cohérence générale de la série. Genre l'épisode 8, pour moi, c'est un enfer. Ils se retrouvent tous au bar du Black Cat, où tout le monde rentre et sort de champ. Il y a aucune cohérence au niveau de la mise en scène, au niveau de la répartition des personnages. Et les dialogues de cette séquence. La résolution, moi j'ai trouvé ça génial. Ouais. Où t'as Sylvain qui fait attendez, mais oui parce que oui t'as Megawatt qui finit par dire mais je sais d'où je t'ai reconnu. En fait t'étais là et là t'as Sylvain qui fait attendez. Donc et tu sais ça fait vraiment la parodie. Je crois que c'était qui ça devait être Karim Debache sur je sais plus quelle vidéo où tu sais il disait ça devait être du coup une adaptation de jeu vidéo mais qui avait donné un slasher nul et où les gens qui meurent dans le jeu meurent dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Et là il fait attendez, la première victime est morte dans le jeu. J'ai l'impression que tout le monde meurt de la dans le même jeu. manière que dans la vraie vie. La deuxième, et tu sais il le faut 4 fois. C'est le truc mais j'ai donc l'impression que les gens et là tu fais ah oui, OK. Oui, c'était Staying Alive, je crois que c'était celui-là. Ouais, c'était ça. Et effectivement, Silverman, son truc de déduction, tu fais ouais. Oui, bah oui. Ça aurait pu aller plus vite. Attends, ou alors pas forcément plus vite, mais t'es pas obligé de le dire, en fait. Ça va tellement vite, genre, il flag. Alors déjà, il y a le truc au téléphone avec Lamar Morris qui imite Nicolas Cage, qui est déjà, parce que Lamar Morris, c'est un acteur comique au départ. Hein. Oui. Après, il met le flingue sur la gueule de Kat, qui doit révéler que c'est elle la taupe et qu'elle est amoureuse de Flint. Après, il y a le faux Spider-Man noir qui arrive. Oui. Après, il y a les gangsters qui ont récupéré sa secrétaire. Après, il y a Megawatt qui récupère les vaccins et tac, il l'injecte. Et il faut que tout ça soit fluide et cohérent. Et en plus, Nick Cage, Ben Reilly, qui dit au faux Spider-Man noir, non, hein, pas se bastonner, tu vas lui filer gentiment les trucs. C'est tellement lourd. Enfin, t'as la négociation aussi, parce qu'au départ aussi, il est censé lui échanger les infos et le contact contre un montant. En plus, Silverman dit, de toute façon, je t'aurais filé 5 000 ou 10 000 balles. Tu fais, ouais, mais alors pourquoi t'as négocié? Parce que par principe et tout. Ouais. En fait, tout est rallongé. C'est principal. C'est ça. Et tout est vraiment très rallongé. Là où, à l'inverse, même si, c'est la scène des miroirs, mais la mort de Silverman, j'ai trouvé un peu, elle tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce que c'est l'hommage qu'il voulait faire et après voilà, pour en revenir au truc, le casting par exemple, je trouve que c'est vraiment super cool. Enfin, avoir un Brendan Gleeson qui clairement est venu pour prendre un chèque et pour se marrer, qui impose son accent, mais en plus c'est rigolo parce que t'as quand même Banshees of Inisherin, on sait qu'ils sont très potes et un peu ils s'insupportent l'un et l'autre comme dans le film d'ailleurs, avec Colin Farrell qui a du coup à jouer le pingouin, lui il se dit allez, c'est mon tour, je vais jouer un mafieux boss du crime moi aussi, et vraiment il fait aucun effort pour que ce soit ou digeste ou fluide, il est juste là lui pour se marrer, c'est le patron, il engueule ses sbires constamment, tu sais quand ils sont en bagnole et quand c'est sbires qui lui sourit et qu'il le regarde en mode
Non, tu me souris. Ouais, Oh Ou quand il revoit Spider-Man qui rentre dans la bagnole, scène qui est affreusement mal filmée d'ailleurs, où il lui dit « Ah, ça fait longtemps mon pote et tout, tu veux pas un petit whisky ?» Et clairement, les deux, je pense que ça a été une belle expérience parce que ils jouent tellement différemment, mais kiffe, tellement dans le second degré que ça rend super bien. Pareil, la mort de Maurice qui a ce côté très lumineux pour Robbie Robertson. Ça rend, lui, il y croit vraiment, je trouve. Ouais. Ça rend super cool. Je veux dire, c'est pareil, leur rapport à la tease, parce que forcément, lui a beaucoup plus de thunes que Ben Reilly. Et les réactions de Ben Reilly ne cessent de décevoir Silverman quand il lui fait goûter des grands crus de Sky et tout. Et Claude, c'est juste un bourrin. Genre, il se tape des culs secs. Quand il va le voir à son bureau, et Ben Reilly lui sert un truc et il boit, il fait la gueule. Et après, le seul moment où, parce qu'ils ont un truc à fêter, ça doit être après qu'il ait... Après la révélation que Tombstone était le traître, etc., ils vont au club. Et Riley dit, je vais rentrer chez moi. Il fait, non, cette fois, là, et on picole ensemble. Et là, t'as vraiment le retour de Riley dans son cabinet de détective privé, dans son bureau de détective privé. Donc devant Robbie et sa secrétaire, mais genre tu sais qu'ils sont consternés par ce qu'ils voient, c'est-à-dire le mec revient en tirant, il fait franchement on peut dire plein de trucs sur Silverman, mais c'est un mec qui sait vivre hein, et tout. Et t'es là tu es mais c'est pas une séquence qui est raccord avec le reste du ton et tout. Mais c'est ça. Et en fait et après ce n'est que de la rupture de ton tout le temps. Exactement. Et c'est pour ça que pour moi il y a un petit run qui est sympa sur les 3-4 premiers épisodes où il y a une consigne qui a été donnée et qui a été suivie, je trouve. Effectivement, les clichés sont là, c'est bien agencé. On perd tout hein, du côté Robbie Robertson, héros de la cause noire, etc. Il y a juste sa relation avec Lonnie où bon voilà. Oui, pareil, ça va pas aller beaucoup plus loin que où il s'appelle Brother, etc. Et à la fin, c'est le seul qui a. Lonnie, c'est le seul qui a un destin heureux parce que justement, il a été aidé par une figure Renoir qui est mieux installée et qui lui dit t'as pas besoin de tomber dans la délinquance et tout. Ça c'est sympa. En fait, mais t'as un truc, c'est quand on ne le croit pas, quand il dit je suis journaliste et qu'on ne le croit pas juste à cause de sa couleur de peau, quand il y a tout ce truc autour de son bureau qui en fait n'est pas son bureau et que lui doit en fait en faire 4 fois plus que tous les autres pour être respecté. Oui, mais tu vois, c'est gentil. Après oui, c'est vraiment gentil. Et franchement, super gentil, des yeux sans visage. Ah oui, non, ça en termes de gravité, ça a aucun rapport. Exactement. Et après, si il me semble ils lui font faire, attends, c'est un oui, c'est quand il doit aller capter la meuf qui fait aussi femme fatale, mais qui est en fait la veuve, je sais pas quoi. Et il rentre par la porte de service et il tout. file un bifton à un jeune un groom, je sais pas quoi. Mais effectivement, oui, c'est plus des trucs de formalité en fait. Ouais. Lui, t'as pas l'impression que sa vie est globalement impactée de manière ultra vénère par la Après, voilà, donc au global, tu l'as déjà très bien dit. Le truc, c'est que j'écrivais à Arnaud d'ailleurs pendant que je regardais, je disais mais toi t'as bien aimé et je dis je trouve ça bien et nul à la fois. Ouais. Et je me dis mais en fait c'est Nicolas Cage quoi, c'est bien et nul à la fois, c'est un peu la définition de son cinéma depuis toujours. Il y a des gens qui vont regarder Volte-Face qui vont dire mais c'est quoi cette merde, personne sait cool jouer, tout le monde est dans son délire bizarre. Il y a que Travolta et Nick Cage qui se comprennent parce qu'ils sont fous et cocaïnés tous les deux. Et puis Nick Cage c'est pas une légende, je veux dire Nicolas Cage il a fait des expériences avec la drogue assez intenses. Ah oui, il a donné une interview, il expliquait qu'il avait parlé avec son chat, qu'il avait pris des champignons hallucinogènes et qu'il a eu une très longue conversation avec son chat derrière. Il avait acheté un crâne de dinosaure. Enfin, c'est un malade mental. Oui. Même, tu sais, quand il a fait l'interview Wired où il répondait aux questions des gens, tout le monde une question c'était pourquoi t'as appelé ton fils Kal-El Cage, t'es fan de Superman et tout. Et il répondait, premier degré, il disait, le nom Kal-El, en fait, en hébreu, ça veut dire la voix de Dieu. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça et tout. Et il se trouve qu'effectivement, c'est le nom de Superman aussi. Et tu dis, mais, dans quel délire t'es, mon gars? Enfin, et c'est vraiment un fan de comics, on le sait. Même, il avait fait une petite voix dans le Teen Titans Go to the Movies, il a fait les Ghost Rider, il a fait Big Daddy qui était un rôle peut-être plus normal au global, mais il a fait Hell Driver qui était qui est le Ghost Rider 3 Ghost Rider 3 qui était génial ce film avec William Fichtner qui joue le comptable du diable, c'est extraordinaire série B. Et en fait c'est ça, si tu veux le voir comme une vraie série Z, parce que objectivement après l'épisode 4, après la découverte de Flint Marko, enfin de Tombstone et le sbire de Silvermane et le faux traître, etc. Ah oui. Après, ça n'a plus aucun sens parce que Kat, quand elle joue la meuf, on dirait qu'elle tombe vraiment amoureuse de Ben Reilly, mais en fait, non. Les allers-retours n'ont aucun sens. Le papier qui informe sur la direction du labo, ça n'a aucun sens. Pourquoi elle leur dit pas juste, j'ai trouvé l'antidote, les gars, la scientifique? Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. La cohérence globale de l'écriture se perd complètement à ce moment-là. C'est que des allers-retours, on se croise par hasard, ou j'ai fait exprès de me laisser suivre, etc. Enfin,
tu l'écris cette série, tu dis mais non, ça marche pas. Tu sais, il y a une époque où c'était le Hollywood, Screen Junkies qui avait, tu sais, écrit l'intrigue de BVS dans leur vidéo Honest Trailer. Oui, avec tout ce qui ne peut pas marcher. Avec le plan de Lex Luthor. Et tu dis, mais en fait, pour que ça fonctionne, il faut un miracle, en fait, pour que ce plan-là, il se mette en marche correctement et que personne se parle, en fait, pour que l'intrigue arrête d'avancer. Donc, du coup, effectivement, pour moi, je trouve que ça reste quand même assez mal écrit, mais bien intentionné. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même une envie, effectivement. Tu vois, tu parlais des scènes où il devient l'araignée et tout, et donc il relève ses pattes comme ça, comme une araignée qui ferait la posture prostrée. Il y a aucun effet de style, genre. Ah, c'est juste lui et une caméra. Voilà, là, c'est un mec pourrait, tu sais, de faire des accélérations, des zooms, des c'est comme ça. Ou... Non, c'est vraiment, on braque une caméra sur lui, on le laisse faire son délire. Et à la fois, tu te dis, c'est marrant parce qu'il expérimente des trucs qu'aucun acteur qui fait Spider-Man n'a jamais expérimenté. Tu te dis aussi pourquoi ils l'ont pas fait juste grimper à un mur comme dans tous les films Spider-Man où il découvre ses pouvoirs. Et en fait, vraiment, tu te dis, mais ça, c'est génial si tu aimes, comme tu l'as dit, Nicolas Cage et son côté starbé, parce qu'il est authentiquement starbé, c'est pas un personnage qui joue, il est vraiment fou. Plus que Tom Hardy, tu vois, pour moi Tom Hardy dans les films Venom ça marche pas sa folie parce que tu te dis mais Tom Hardy je t'ai vu jouer des trucs. Ouais, c'est ça, puis t'es pas un malade mental, t'es un peu borderline mais t'es pas un malade mental. Nicolas Cage, je peux te poser la question de est-ce que même Tom Hardy ça fait plus calculé. Même y compris quand c'est réussi parce que Bronson il le joue vraiment de manière ultra extravagante mais c'est une performance quoi, c'est pas genre alors que la Cage tu peux pas savoir à 100% si c'est pas juste un taré qui arrive parce que même c'est vrai que en dehors enfin tu vois il y a des interviews lunaires comme t'as dit et même les interviews où il a des propos normaux mais tu vois t'as un moment où je sais plus ça lui pose une question et juste son intonation est bizarre c'est-à-dire en fait il dit genre c'est très bien observé et tout sauf qu'il le dit comme un super méchant genre very good point et tout machin. Et tu sais il le dit very good et tu sais t'es là tu fais mais pourquoi il parle comme ça tout d'un coup. Et puis même ce truc de parler avec les well you know it was about this time but I had to... et en fait ça il le fait dans la vraie vie c'est pas du tout un truc d'acteur il parle comme ça parce qu'il est pas avec nous dans la pièce il est dans son cerveau et ça gigote très fort tu vois donc moi, je suis content. J'ai vu le Nicolas Cage Show. C'est ça. J'ai vu un Spider-Man. Quelque part, je trouve que, objectivement, la série contrairement à beaucoup de produits Sony, n'essaie pas de racler, y a un Peter Parker dans l'univers. Bah, sauf avec cette histoire de changement de nom, dans l'épisode 6. C'est assez discret pour que ça ne se remarque pas. Pour moi, qui s'appelle Ben Reilly, ça me va très bien. Et je trouve que tu pourrais effectivement jamais avoir vu de Spider-Man avant. Tu regardes la série, tu te dis, bah voilà, c'est Spider-Man, quoi. Et très bien, il y a la toile, il y a les mouvements de balancement, etc. Bon, les combats sont foirés, malheureusement, à mon sens, je trouve ça assez mauvais. La scène de fin fait très Sam Raimi, le masque déchiré, le sacrifice et tout. La musique aussi est pas mal, avec les montées, justement, qui font très Ragnar, qui reprennent un petit peu, justement, les musiques, Danny Elfman, j'ai envie de dire. Les musiques de Sam Raimi, c'est avec le tin. Ah, d'accord, ok. Oui, du coup, c'était Elfman. C'est avec pareil, la rythmique qui fait très les pattes d'araignée, Au global, je te dis, pour moi, c'est un produit qui est sympa. Il est pas bon, il est sympa. Il y a eu un vrai effort de fait, il y a eu un vrai exercice de style qui a été trouvé. Par contre, pour moi, c'est pas Spider-Man noir déjà. Et objectivement, je pense que les 2/3 des gens vont décrocher. Enfin, en fait, je sais pas parce que t'as quand même pareil, tu vois, quand je te disais, c'est ceux qui ont pas lâché Invincible, mais qui ne connaissent vraiment pas du tout les comics et tout. Bah là, en fait, t'en as qui étaient assez contents de la série parce que ça les changeait tout simplement, tu vois. Parce qu'effectivement, oui, si tu rapportes ça à la moyenne des séries super-héroïques, tu dis c'est quoi cet ovni, enfin tu vois, c'est vraiment un truc qui est un parti pris qui peut te sembler même radical parce que tu vas dire mais je sais plus, il me semble à un moment il case le cri de Willem, mais il le case dans le flashback dans les tranchées. Enfin, t'es là, tu dis, ah ouais, quand même. Ils en ont rien à péter et tout, machin. Donc, je crois que t'as eu ça. T'as un petit peu les gens qui ont de la sympathie pour Cage. Mais c'est vrai, mais effectivement, c'est pas le public Spider-Man qui a porté la série, tu vois. Mais même ce côté un peu hors piste, tu vois, on en parlait quand on avait fait le podcast The Beauty. Il y a des gens qui aiment bien Ryan Murphy, l'aspect imprévisible en fait, c'est que une saison d'American Horror Story peut prendre un virage à un moment donné, où il va changer d'avis sur le rôle du vilain ou la direction, même qui va être le héros, qui va être la victime, etc. Et ce côté footrack, on en avait parlé, j'avais dit c'est un peu le contrat en fait. Tu peux pas considérer que c'est un défaut parce que voilà. Et c'est vrai que quelque part là il y a un côté rafraîchissant du fait que c'est tellement bizarre et c'est tellement agencé n'importe comment que
ça ne ressemble pas à un produit standardisé de commande. C'est un reproche que moi j'avais fait à Supergirl, c'est que en fait ça ressemble à un film de super-héros simplement. Et le grand renouvellement qu'on nous avait promis avec ces studios, ce n'est pas arrivé. Le grand remplacement. Là, bien joué. Là, tu vois, ça ressemble pas à un blockbuster arcade traditionnel natif pour plaire. Oui, ça, sa personnalité. Public, mais ça n'invalide pas tous les reproches concrets que tu peux lui faire. Et j'aurais préféré une série peut-être plus cadrée, je pense, mine de rien, mais ça aurait pas pu arriver avec lui aussi quelque part. Bah c'est ça, parce qu'en fait son côté pastiche et parodique de perso de détective classique, après en fait ça englobe toute l'intrigue, c'est-à-dire que les méchants deviennent un peu parodiques aussi malgré eux. Bien sûr. Même le truc. Marco, il sert juste à être dans la pièce, à rien foutre, à attendre que quelqu'un lui donne une réplique. Et il sert ses petits points. Ouais, qui deviennent en sable et tout. Et ça j'aime bien. Par contre, le côté VFX pratique entre guillemets, c'est pas totalement pratique, mais tu vois, on dirait vraiment des vieux nanars en fait, tu vois. Oui, il y a un peu ça. Où ils ont, tu sais, vraiment juste des petits effets de masque sur la gueule ou un effet d'éclairage pour les fins de l'électricité. Ça les empêche pas de jouer. Ils sont à l'aise dans leur pouvoir entre guillemets, tu vois. Encore une fois, le mégawatt, très bonne prise. C'est vrai que ça fait très Marvel Studios, ça, d'avoir un vilain, tu sais, qui déclame tout le temps, qui peut jamais être sérieux. Je crois qu'il s'est empêché de faire un jeu de mots sur très bonne prise mégawatt. Non, même pas, même pas. Ah ouais, ça aurait été bien pourtant. Ça aurait été vraiment mieux. Bah ouais, mais je suis toujours décevant. Hein. C'est un peu la règle. Okay. Mais du coup, Arnaud, on monopolise la parole. T'as un avis, toi? Pas grand chose de plus à dire, hein, de toute façon que ce qu'il y a déjà. Bah oui. J'ai pas détesté. En place, le truc, c'est que c'est une troisième version de Spider-Man Noir, en fait, parce qu'il y a celle enfin, c'est la quatrième, parce que t'as celle des comics, enfin, des premiers comics, t'as celle des nouveaux comics, t'as celle beaucoup plus comique du film Spider-Verse, et donc là, t'as encore une autre proposition, une autre déclinaison de ce que c'est. Donc, si tu veux, moi, je suis à la fois un peu emmerdé parce que on n'est toujours pas dans les personnages tels qu'ils ont été créés vraiment, et je trouve ça un peu dommage de pas avoir le vrai entre guillemets Spider-Man noir. Après, on a adapter ses trailers aussi, et je trouve que c'est une bonne trahison dans ce que ça tente de faire. Si on part du principe qu'on accepte le contrat qui est, il y aura Nicolas Cage, et donc ça va être ce que vous dites depuis avant, c'est le Nicolas Cage show. Moi, je fais partie des gens qui aiment beaucoup, en fait, ce que fait Nicolas Cage, et quand tu me parles de l'épisode 8, toute la séquence du bar avec justement ces répliques qui sont à la fois sérieuses en même temps avec une sorte de tonalité comique qui techniquement devrait rien avoir à faire là, comparé aux enjeux qu'il y a derrière, avec d'un coup ce côté de en fait j'ai peut-être buté Katardi, et à partir du moment où t'as Robbie qui apparaît déguisé, il oublie complètement et il change complètement personnalité. Silverman, d'un coup il devient friendly de fou, et on oublie qu'il y a 2 secondes il voulait tuer même Katardi. Mais moi j'ai trouvé ça génial en fait. Ce côté, c'est complètement off. Toutes les 5 minutes, en fait, on change de truc et ça devrait pas marcher. À l'arrière-plan, t'as toujours Megawatt qui est en mode, mais je te connais, toi, je te connais. Ouais. Enfin, il y a 10 000 trucs qui se croient. Flint, qui est toujours avec les yeux à la fois ultra vénères et ultra en amour de Kat. Enfin, vraiment, il y a trop de trucs. Et en fait, ouais, ça, et je regardais l'épisode et et j'avais rien pris et tout ça, et je me suis dit, j'aurais trop envie de revoir cet épisode, mais sous 8, quoi, parce que je pense que tu te marres trop, vraiment, d'avoir ce décalage constant mais je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on le tolère parce qu'il y a Nicolas Cage au milieu qui permet vraiment de tout lier ensemble. Donc, je trouvais que le noir et blanc était quand même très joli, notamment je trouve que ça se voit beaucoup plus sur les premiers épisodes, en fait, que sur la fin, ou peut-être juste une question de contraste où c'est moins marqué, parce qu'après, ils ont tourné pour penser aussi à la version couleur, donc ils y sont allés moins franco. J'ai pas regardé un seul épisode en couleur parce que vraiment ça m'intéresse pas, en fait. Je trouve que j'ai maté des séquences des 2 premiers vraiment à titre de comparaison, et je me suis dit vas-y, je vais clairement. Ouais, moi le problème c'est que comme je supporte pas les pubs de Prime Video, je préfère toujours DL la série, pas me taper une pub tous les quarts d'heure. Et en fait, par accident, du coup, j'ai DL l'épisode en couleur par-ci par-là, donc j'ai profité pour regarder un peu à quoi ça ressemblait. Ouais, c'est pas par contre ça n'a rien à voir. J'ai pas vu l'épisode signifiant en termes de mise en scène qui sont faits pour être des hommages à cette période de cinéma. Je me demande comment ça doit rendre, comme ça doit être un peu agressif pour les yeux. Ouais, en plus c'est trop bizarre parce que dans Spider-Verse, le premier, tout le gag de le Rubik's Cube, comme lui il vient d'un monde en noir et blanc, il voit pas les couleurs, comme les centristes, et donc du coup après il le ramène chez lui parce que c'est un truc un peu bizarre pour lui d'avoir un objet qu'il ne comprend pas. Oui, ça marche plus tout là. Le gag de c'est niqué par le choix artistique de la série, tu vois. Oui, parce que après ils en auraient pas joué parce que c'est encore une autre version comme dit que celle des films animés, mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté là aussi qui ne tient plus en fait. Ouais. C'est un peu ironique. Ouais.
Donc voilà, donc moi j'ai pas passé un moment désagréable du tout, je me suis pas ennuyé, je trouve ça ok, mais c'est vrai que par rapport à la suite, je me suis dit en fait effectivement j'ai pas besoin d'avoir une suite à cette histoire. Concrètement, vraiment, je pense que tout a été un peu dit et montré avec cette version du personnage et ce que Nicolas Cage peut en faire. Et c'était de toute façon c'est là-dessus qu'on ouvre toujours la conclusion de ces podcasts. C'est ce que vous voyez parce que ça a coûté très cher. Ils l'ont bazardé en un jour. On a même on est grave en retard pour en parler. Et je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens qui ont déjà oublié en fait cette série et que ce podcast va leur faire plutôt une piqûre de rappel. Est-ce qu'il y a des plans vraiment, est-ce que vous voyez des plans pour une nouvelle histoire à raconter avec cette série et même est-ce que vous en ressentez un petit peu le besoin? Personnellement, je pense pas. Juste pour rappeler à la fin, par exemple, un truc qui m'a surpris, pas forcément choqué parce que c'est pas leur axe, mais ça finit pas sur l'araignée. Ça finit sur lui en détective qui ferme son bureau. Il y a pas le plan justement Sam Raimi traditionnel où il se balance sur le building, il tape une pause et puis il repart dans l'horizon. Qui pour moi aurait été justement la promesse de Spider-Man est encore en activité, il va revenir. Là, ça fait justement très, voilà, l'enquête est résolue, fin de partie, à plus les gars. Il y a même d'ailleurs ce truc qui fait très fin d'enquête plus que ouverture super-héroïque, c'est que il va quand même retrouver Kat et Flint. Et en fait, il lui sort juste un truc de du coup on se reverra en enfer parce qu'en fait, il a juste le seum d'elle. Et c'est leur dernier échange. Ouais. Et je fais, ah oui, d'accord. Donc, effectivement, on n'est pas du tout sur une tonalité optimiste. Ou même, parce que tu peux avoir un super-héros, mais genre qui a perdu la femme qu'il aime, ou X défaites et tout. Mais l'ouverture du film, ça reste une ouverture classique de super-héros. Là, non. Là, t'es vraiment dans un truc de film noir classique où, non, il n'y a pas de positif en fait à la fin. Ouais, c'est la fin de Casablanca où la Gadji de Bogart se casse avec son autre mec. C'est ça. Et lui il part dans la résistance française. Et, voilà. Ça. Mais ça c'est marrant quelque part parce que c'est bien que ce soit assumé, je trouve. C'est-à-dire que les gars se sont dit on va avoir ce plan de bataille là. Pour nous c'est un détective qui se trouve parfois met un masque et fait le truc de super-héros. Mais par contre là il commence détective, il finit détective et c'est punto, tu vois. Et c'est pour ça aussi. C'est surprenant de la part de Sony. Tu vois, il y a des moments où ils sont dans le laboratoire de la scientifique et où ils lui demandent est-ce qu'il y en a d'autres des comme moi, pas des comme nous. Et je me suis dit, si on était chez Sony Pictures pour les films, cinéma, là ils auraient placé la réplique et t'aurais tous les scoopers des Steve Screen Rant et compagnie qui auraient dit ça indique que il y a d'autres vilains qui pourraient venir dans la saison 2 et tout. Et en fait non, c'est juste, elle leur dit il y a d'autres, ils sont tous morts en fait. Ouais. Ils sont tous morts de leur mutation. Et donc c'est mieux, ça ferme la porte même à la possibilité d'avoir d'autres vilains à l'avenir. Silverman il a été battu. On ne dit pas qu'il y a d'autres mafieux en ville. Entre guillemets, après, tout va pour le mieux. Tu pourrais toujours faire intervenir et là, tu pourrais mettre un nouveau mafieux et que ce serait le bouffon vert. Voilà. Je sais pas s'ils ont le bouffon vert en fait. Ah ça c'était aussi une question parce que quand il tape son flashback sur la femme de sa vie qui s'est faite noyer dans une bagnole et là il te décrit quelqu'un, mais j'ai plus le blaze, et en plus le blaze ne correspondait vraiment pas dans mon souvenir à quoi que ce soit. Mais en fait, tu te décris quelqu'un qui le haïssait viscéralement et qui aurait été son bouffon vert à lui dans cet univers-là. C'est pas juste Silverman, tout bêtement? De quoi? C'est pas juste Silverman, tout bêtement? Non, justement, je crois pas que ce soit Silverman, je crois que c'est un autre gars. Et parce que sinon, il aurait pas ce rapport-là avec Silverman pendant tout le reste. Oui, non, c'est sûr. Il te décrit un gars qui était vraiment son ennemi perso, et qui et du coup c'est pour ça que j'ai tout arrêté, c'est qu'en fait ça n'a fait que mener à la mort de du coup le truc matriciel, le trauma machin. La meuf, j'ai essayé de la sauver, je suis pas arrivé, tout machin. D'ailleurs une scène qui fait très Copland, le truc de sous l'eau, la portière et tout machin. Mais effectivement je n'ai pas le blaze qu'il utilise dans son explication de ce flashback là. Parce que moi, c'est pareil, genre, je me suis dit, mais attends, Ruby, ça existe, ça, une meuf qui s'appelle Ruby? Et alors, là, clairement, le blaze de la meuf m'a rien évoqué. Mais pourquoi Jameson n'est pas au Bugle alors qu'il est dans les comics Spider-Man noir? Pourquoi il n'y a même pas Ben Urich? Et en fait, je me dis, mais il y a peut-être des questions de droit d'utilisation de ces personnages. Marvel Studios a pas juste Spider-Man. En fait, tous les personnages qui sont passés chez Marvel Studios, je pense qu'ils peuvent pas les utiliser tout de suite. Oui, il y a peut-être des règles, même pour Electro, qui était au cinéma. Attends, mais ça veut dire que juste à cause de No Way Home, Sony perd les méchants classiques, en fait. Parce que le bouffon vert, il est passé d'abord chez Sony. Oui.
avant mais d'arriver. est-ce qu'il l'aurait pas sécurisé en vue d'un autre film Spider-Man un jour? Je sais Mais, pas. mais Ouais, peut-être non, c'est ça, mais peut-être qu'en live action, en fait, il se réserve certains personnages vraiment Tu que vois, pour le grand écran et que ça empêche des le possibilités. vautour, il est Le pas vautour là n'est pas là non plus. Shocker n'est pas là non Ouais, plus. ouais. Enfin, la plupart des villes, Mysterio n'est pas là, alors que ça aurait été, pour le coup, marrant de le voir à la télé, à la télé. Ouais, oui. Faire un truc à la Houdini, Ouais, justement. tu vois, une petite pub ou un truc, une affiche, et Ouais. en fait, Ouais. En fait, c'est assez avare en easter egg, mais je pense que c'est à cause de ça. Et donc, pour te répondre à ta question. Et c'est pour ça, en fait, que tu peux pas faire de saison 2 parce qu'en fait, il y a pas assez. il y a quoi. pas assez de choses à utiliser. Bah, hein. tu peux toujours recycler des vilains de second plan et leur donner plus d'importance. Silverman, il est pas aussi important dans les comics. Oui, Là, oui, c'est oui. clairement, c'est plus un Wilson Fisk que le vrai Silverman. Oui, et puis au final, il a Silverman parce qu'il a sa mèche argentée dans les cheveux et puis c'est Oui, non, bien sûr. Bah, après, en fait, c'est interchangeable tu avec d'autres peux, mafieux. bon, ce serait un peu humiliant par rapport à leur Spider-Less verse, mais en fait, tous les persos, à part un mec comme Venom, clairement, tout ce qui est symbiote, non. Mais tous les autres qu'ils ont tenté très péniblement d'installer en anti-héros, en fait, tu peux les ramener. C'est-à-dire, oui, tu peux avoir un éleveur, enfin, plutôt dresseur de cirque qui en fait est Kraven. Tu peux lui faire un demi-frère et qui part toujours dans une ambiance de film noir, mais un peu plus vers l'espionnage, qui est un maître du déguisement. En fait, tu peux Oui, faire oui. des trucs comme ça. Bien sûr. Mais alors, déjà, ouais. Kraven, tu peux carrément le faire en mode pulp en plus, hein, vraiment. Ouais, c'est ouais. pas du tout un problème. Il y a tout ce côté colonial en plus à l'époque, littéralement. Donc tu peux imaginer un aventurier qui revient aux États-Unis, qui dit je vais chasser l'araignée, ce serait pas du tout idiot ou inintéressant. Ce Non. serait probablement mieux que le film d'ailleurs. Mais par contre, Après, c'est ça, c'est qu'en fait, potentiellement, tu peux tous les reprendre. Je pense que tu peux même reprendre une Madame Web et t'en fais littéralement une voyante, bah oui, mais qui communique avec lui et que l'autre il comprend pas, mais c'est quoi notre lien et tout, nanana. tu fais un Morbius Mais- façon Dracula. Et tu Alors, peux totalement faire ça, mais ça veut dire que non seulement tu vas désavouer C'est l'acteur tes de trucs, Nosferatu, mais en fait, c'est un vrai C'est vampire. marrant ça. et tu vas tout désavouer et tu vas avoir des gens qui vont dire mais en fait vous auriez pu faire ça depuis Depuis le toutes début. Mais ces de toute années. façon, moi c'est j'arrête très de le très dire. Hein, con. depuis le début, ils se sont bourrés de tactiques. Ouais, d'angles, de trucs. quoi. Après, pour Ouais. filer un élément de réponse, Nick Cage a été interrogé sur la potentialité d'une L'avenir. suite. Je sais plus, j'avais couvert ça sur Justement, le site. il a dit, j'en sais rien, on verra. Et puis, Il a dit ouais bon on verra bien ce que ça donne. Après je pense il a dit par contre quand même je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire là Bah tel oui. quel et si ça s'arrête c'est pas un problème Ah, et tout. ouais, Ce qui veut quand même je pense dire que de toute façon ça n'a pas été signé de base. clairement. Prime Video généralement ils renouvellent en avance. Tu vois l'Invincible ils ont lancé la saison 6 ils Ouais. l'ont quand même prise assez en avance même quand en général ils signent pour 2 saisons. Tu vois que Crusader ils l'ont signé pour 2 saisons. Là ils l'ont signé que pour une saison. Le partenariat entre Lord Miller, Sony et Prime, on sait que la série Silk a été tuée dans l'œuf. Il n'y a pas eu d'autres projets qui ont été évoqués depuis. Mm. Après, si Spider-Man Brand New Day fait 1,5 milliard et que Sony se dit, bah quand même, la marque elle est en bon état et tout, allez, on insiste, on y retourne, ça pourra convaincre Prime Video. Mais moi, je pense que c'était un one shot et c'est pas gravissime. Non, non. Ouais, Quelque part, c'est franchement, cool. pareil. Enfin, même c'est cool entre guillemets d'avoir un petit produit comme ça qui fait de mal à personne, qui donne une incarnation à Spider-Man noir à défaut d'avoir autre chose de mieux. Et puis on sait qu'il sera de nouveau dans le film l'année prochaine. Bah, c'est donc, ça, ouais. Après, tu peux aussi avoir ou pas, parce que les délais du troisième film Spider-Verse sont tellement, enfin, il y a tout qui a été dépassé et tout, mais tu peux aussi parfaitement imaginer qu'il y a une place légèrement plus importante pour lui que dans les deux précédents, quoi. Tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'ils Pourquoi vont pas, quoi. peut-être plutôt réfléchir à est-ce qu'on peut faire une série sur Gwen Stacy ou d'autres propriétés peut-être plus vendeuses immédiatement, tu vois, dont ils ont les droits et dont, pareil, c'est du multivers. Tu peux faire la Terre 57, je crois, de Gwen Stacy. 65 plutôt. 65, bien de joué. mémoire. Ou précisément, ce serait plus, du coup, un teen drama ou un truc comme ça, tu vois, enfin. Ah, genre vraiment une Spider-Gwen, mais qui a ses problèmes d'ado, enfin, de Bah, post-ado ouais. de son âge, quoi. Bah, pourquoi pas? Tu vois, Spider-Noir, ils l'ont pris dans un moule. Tu peux dire, on fait un Oui, Spider-Gwen c'est vrai. dans un moule aussi. Bah après, Ou alors tu fais de l'animation, hein. s'ils étaient pas complètement teubés, en fait, t'as une carte à jouer, mais je pense que c'est juste qu'ils sont pas du tout connectés sur ce continent-là, voire même ce pays-là en Avec l'Asie. particulier. Bah oui, c'est qu'en fait, le Spider Mecha, je sais plus le blaze qu'ils utilisent. SP/DR. C'est Spider, Ouais, ouais, voilà. du coup. Ouais. Penny Parker, elle s'appelle. Penny, Voilà. voilà, Penny et son mecha. En fait, ça, normalement, t'as un boulevard pour t'amuser avec Bah ça. oui, oui. C'est juste pour l'instant, ils ont aucune touche japonaise sur quoi que ce soit. Donc, je pense qu'ils C'est sont quand même allés- bizarre, hein, parce que Sony, c'est pas des Amerlocs au départ. Hein. Ah non, mais effectivement, je suis d'accord. Mais, Sony Monde, c'est géré depuis le Japon encore aujourd'hui. Hein. mais bah après, en fait, le truc, c'est que vu qu'ils font, à ma connaissance, ça, c'est la partie jeux vidéo, en fait, si tu remontes vraiment à leurs origines et tout,
Et ils sont pas du tout branchés manga, ces mecs-là. Ah, là, Ouais. de tête, je saurais pas te dire. Donc, Honnêtement, je saurais pense pas qu'ils te ont dire. vraiment même pas envisagé spécialement ce truc-là, parce que Mais c'est vrai que ce serait pas idiot, même, tu vois. si tu veux vraiment changer de cadre, en tout cas à un niveau où tu dis effectivement Spider-Noir, même en trichant, tu peux pas dire oui, j'ai déjà vu un truc qui ressemblait vachement. Non, pas vraiment. Ouais. Ouais. De la même manière, ouais. Tu peux. Après, faut Là, voir, ce tu qu'il leur vois, faut, c'est un cadre clair. un truc pas mal. Un truc comme K-pop Demon Hunter, ça a validé des On va projets pas refaire le d'animation, Spider-Less verse. dans un second temps. Encore une fois, Ah, ok, si, je Spider-Gwen crois que sera, j'ai la mais vos gueules, putain. Spider-Gwen sera en bonne posture après Il a Beyond. imité Glucksmann. Oui, c'est pour ça. non, c'est vrai. Bah non, parce que vu que la voix n'a aucun rapport au départ, tu sais, il me regarde comme ça, je suis. On va Ouais, pas ok. refaire Mais le si. Spider-Verse, là. Moi, c'est plus ça qui me. Ils font un cadre clair. Voilà, Ouais, pas mal, là. Voilà, ouais, On va c'est- pas là. refaire le Spider-Less verse. Détermination, mais aucun charisme. Ouais. C'est ça qui fait. Mais bref, Pardon. même là, tu vois, le Venom animé, ils ont lancé un Venom animé par l'un des réals de. Ouais. Attends, toi, tu vas être content, c'est l'un des réals de Décision Finale qui le fait. Oui, Tu vois, ça a l'air violent et tout, donc. oui. Non, mais je veux dire, ils reviennent vers l'anime quelque part, je pense qu'ils ont compris Ah mécaniquement. bah, de toute façon, C'est le surtout président de pour Sony. Venom, enfin, ils l'ont poussé jusqu'au bout, ils en ont fait 3. Ah oui. À chaque fois, c'était c'est de la mauvais. merde. Mais ça a rapporté. Puis là, quand de Black moins Widow en va moins à sortir chaque et fera fois. $1 milliard, ils vont se dire merde, putain, encore on se fait baiser là, pourquoi on leur a laissé les droits, fait chier. Très très bien. Bon bah on verra bien de toute façon si. Et Tom Hardy a sorti un album de rap. Mais c'était il y a longtemps ça. Bah, non, je dis un nouvel album. Ah ouais Ouais. Le premier était pas trop mal hein, à l'époque. Mais parce que je crois que c'est vraiment un authentique, genre puriste, fan Ouais. de rap depuis qu'il a, je sais pas quel âge, quoi, tu Ouais, vois. mais j'avais écouté le premier par accident, très boom bap et tout. Je pense qu'on se gardera ça hors enregistrement. Tom Hardy revient pour faire le doublage du Venom pour le film d'animation par contre. Ah bah oui, ça, bah, Donc c'est évidemment. canonique tout ça, mon gars. Ouais. C'est la suite de Venom 3. Et voilà, s'il y a un Spider-Man saison 2, de toute façon, on en reparlera évidemment sur First Print. Vous serez tenus au courant. Mais en attendant, on va simplement se quitter. Et on vous remercie d'avoir écouté cette émission. Spider-Noir, c'est toujours disponible sur Prime Video si vous voulez tester en noir et blanc, bien entendu. Si vous testez en couleur, vous êtes... Oula, oula. eh ben, Attention. non, ben non, c'est vrai. Vous Mais faites tu ce que peux pas dire que vous êtes raciste, du coup. Ouais, je peux pas. Bah ouais, ça marche pas. Ça marche plus. Cape Crusader Prime Video bientôt aussi. Yes, Pour on les en, fans de films noirs, c'est encore mieux pris. Ouais. voilà, on Ah en oui, reparlera. Et X-Men 97, Ex- pas du tout lié au film noir, mais qui... Et Brand New Day pour Spider-Man tout court. Voilà. Ouais. Donc plein de choses qui arriveront sur First Print T'as dit encore un truc qui arrive, vas-y, faut le couper, également. là, faut le couper. Pour les fans de Ninja. Mais en attendant, on va se quitter. Donc merci Yeri, merci Corentin de votre participation. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux en partageant le podcast, en parlant autour de vous, en le faisant découvrir pour que voilà, pour qu'on puisse dominer le monde. Est-ce que ça, on a un petit rythme, C'est bien quoi. parti, Ça, ouais, ça va. On aimerait bien que ça aille un petit peu plus vite. Et en tout cas, vous pouvez aussi nous soutenir sur notre Tipeee pour qu'on puisse continuer de vous proposer régulièrement des émissions. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut! Salut.